Waouh, mais quelle salle! Vous êtes chaud, dis donc! Bonjour à tous. Bon, j'espère que tout se passe bien sur Twitch. Bonjour à tous. Donc, comme vous l'avez vu, je fais 2 cm de plus que Marie Palot. Donc, je ne suis pas Marie Palot, si jamais c'était pas sûr. Marie est malheureusement souffrante ce soir et donc elle n'est pas avec nous. Donc, on lui souhaite le meilleur des rétablissements. Et vous allez être bloqués avec moi pendant ces 2 heures. Donc, moi, qui suis-je? Je suis Lucie Lancement. Donc, je suis à l'organisation de Screen Spirit. C'est moi la personne à qui vous voyez parler Marie des fois dans l'émission. Bah, c'est moi. Voilà. Donc, comme ça, vous avez maintenant un visage sur un nom inconnu. Tu vas râler sur qui, toi, du coup? Moi, je vais râler sur qui? Oh là là, mais tu sais, moi, je râle sur tout le monde. Moi, je suis une râleuse, tout le monde le sait. Très bien. Donc, je suis, ça tombe bien, Julien. Je suis accompagnée de nos chroniqueurs, Julien Dupuis, qui est journaliste chez Capture Mag et réalisateur. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Je suis aussi avec Axel Cadieux, donc, qui est le rédacteur en chef adjoint chez Sofilm, entre autres aussi auteur et réalisateur. Voilà, je te laisse te présenter. Plus ou moins réalisateur, mais pourquoi pas, ça me va très bien. Ça te va? Ça me va très bien. Plus ou moins réalisateur. Voilà. Oh là là, qu'il est humble. Mais et merci. Je suis bien évidemment ce soir avec Julien Josselin, notre streamer invité. Bienvenue Julien. Bonjour. Voilà, et avec tout ça, je n'ai pas pris le temps de m'installer. Voilà, alors nous sommes donc sur Screen Spirit. Screen Spirit, c'est quoi? C'est l'émission cinéma sur Twitch, la première émission filmée en salle de cinéma à chaque fois. C'est-à-dire que vous pouvez venir voir cette émission à chaque fois. Et ça me perturbe parce que moi, je fais du stream aussi et j'ai pas de caméra à regarder, je sais pas où regarder, je vous avoue. C'est un peu perturbant tout ça. Je comprends que Marie soit si indispensable, hein, vraiment. Voilà, donc c'est l'émission ciné mensuelle sur Twitch. Et donc, nous sommes en compagnie de ces 3 messieurs que j'adore. Il faut le dire, moi, Julien Josselin, c'est toute mon enfance. Donc, je suis très contente de t'accueillir. Tu t'es pris un coup de vieux, là, d'un coup. Ouais, je commence à avoir l'habitude, Mais non, mais en fait, c'est toute mon enfance, mais j'avais déjà 14-15 ans. Ça va, ça va. Donc, ce soir, on va avoir plusieurs focus sur plusieurs films. Et c'est ça qui est beau dans Screen Spirit. Donc, on va commencer par des sorties cinéma, comme à chaque fois. Je regarde la salle, du coup. Hein, voilà, vous êtes là, ça fait plaisir. On va commencer par les sorties cinéma avec les sorties de chacun, donc vos films préférés de novembre ou pas préférés d'ailleurs, si vous n'avez pas aimé des films, et vos films à venir pour décembre. Et puis on parlera du grand angle sur le film Bâtiment 5 de Lajli, donc le nouveau film de Lajli, le 2e film de sa trilogie, parce qu'il y en aura un 3e, donc écoutez bien, c'est très important pour pouvoir suivre cette magnifique trilogie. On aura du coup une petite carte blanche sur les films de Julien Josselin, donc des films que tu as aimés, que tu n'as pas aimés, et des films que tu as réalisés. Ça marche. Voilà. Je suis chaud. Ouais, on m'a envoyé, j'ai réfléchi, et normalement je suis à peu près satisfait de mes réponses, on verra. Ok, si tu as réfléchi, c'est que tout va bien. On aura ensuite bien sûr notre focus sur Univers Ciné, où vous pourrez gagner des abonnements de 3 mois à Univers Ciné. Donc pour le public en salle, je vous invite à utiliser votre téléphone pour participer au chat Twitch et gagner des cadeaux. Parce que c'est surtout ça, Screen Spirit, c'est beaucoup de cadeaux. Voilà. Donc on aura ça, et le film, ce sera I Like Movies. C'est un film canadien que moi, j'ai beaucoup aimé, et on pourra en parler avec Julien, notamment, qui l'a aussi vu. Donc voilà. Et ensuite, on aura aussi un focus sur Vermine, donc le nouveau film d'horreur. On n'est pas du tout sur une ambiance esprit de Noël ce soir, sachez-le. On est sur une thématique cinéma de banlieue. Ça va être chaud, et ça va être cool. Sachez-le. Voilà. Et on aura bien évidemment à la fin nos actus ciné, donc des actus autour du cinéma, pas forcément des films, mais des livres, des expositions, ce genre de choses. Et en fin de soirée, nous aurons notre fameux quiz cinéma où vous pouvez gagner plein de cadeaux. Et on n'oublie pas aussi que pour le focus sur Vermine, vous pouvez gagner une paire de TN, donc des Nike, si jamais vous n'êtes pas familier, des TN qui sont édition limitée du film. Donc soyez chauds. Soyez dans le chat, utilisez. Ils ont fait un modèle du film. Ils ont fait un modèle, oui. Des petites toiles d'araignée. Des petites toiles d'araignée. Okay, alors je ne sais pas, je crois pas qu'on les a à la en régie. plus avec le film même, quoi. C'est cool, quoi, avec un truc du film. On les a pas du tout à la régie, mais vous pouvez les avoir sur notre Instagram. Donc attendez, que je tape ça dans le chat. Ça marche? Je sais plus. Je sais plus la commande. Excusez-moi. Attendez, je vais la retrouver. Tac, 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 tac. Ah mais oui, suis-je bête. Vous pouvez les retrouver sur Insta et sur Twitter. Voilà, parce que maintenant que je remplace Marie, vous me voyez en direct faire le chat, et ça c'est beau. Même si là actuellement vous ne l'avez pas, mais vous l'aurez plus tard. Voilà, alors commençons par les sorties ciné. On a un petit jingle
Bouge pas, bouge pas. Arrive tranquillou le jingle. On va s'en sortir, vous Il est inquiétez là. pas. C'est le temps qu'on chauffe. Prends l'ascenseur. Oh, clac, 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 il monte. C'est le pré-jingle, le pré-jingle. Mais ça vaut le coup, tu vas voir, ils sont très beaux. Il sait se faire attendre le jingle. Là, son petit Oui, tempérament. on veut le jingle. Oh, Il marche pas? L'ego Mais de non. ce jingle. Comment ça, il marche pas mes jingles? C'est pas mes Ils ont le jingles. Covid. Tu fais trop Oh de trucs. non, non, mais ça, c'est parce que c'est moi, c'est ça. Si c'était Marie, tu le ferais. Ouais. C'est ça. Non, mais j'ai compris. J'ai Ça compris. va être C'est le petit test. ton. Voilà, c'est le petit test. Du coup, Est-ce on que n'a pas Marie de nous jingle du écoute tout. Alors, est-ce que Marie nous écoute? Je ne sais pas. Alors, je sais qu'elle est très souffrante. Donc, est-ce qu'elle nous écoute? Je ne sais pas. Si jamais Marie est dans le chat, dites-le nous. Ah, on peut se Voilà. mettre en position hyper chill comme ça, j'aime bien. Ouais, parce est dans que le cadre maintenant, encore on a des quand on fait nouveaux ça. micros. T'as raison. En fait, c'est on vrai. avait des pieds de micro Ah, avant qui regarde étaient ça. nuls. Hein, il faut le dire, ils étaient très Wow. fixes. C'est vrai. Il fallait être comme ça. Je témoigne. Et y a eu maintenant, on a des l'upgrade, pieds. ah ouais. Voilà, Ça c'est s'est plaint un petit l'install. peu. Ici. Oui, un petit peu, ouais, c'était un peu chiant. Il a réparé. On va faire comme si on l'avait jamais lancé, d'accord? Alors du coup, on va parler des sorties ciné et on a un jingle. Allons-y. Waouh, ça valait le coup d'attendre. Ça valait C'est- le coup, ça vous valait êtes le coup. payés. Merci la régie. Donc je rappelle qu'à la Instantanément. régie, on a Amine et Philippe du Club de l'Étoile, donc la salle dans laquelle on est ce soir. Waouh! Mais quelle ambiance! Quelle ambiance! Alors, les sorties ciné. Eh ben moi, je vais commencer par les sorties ciné. Alors bien évidemment, je vais vous parler des sorties ciné que Marie avait choisies avant d'être malade, mais que je partage, hein, sachez-le. Je fais pas ça juste pour dire Marie, elle avait choisi ça. Voilà. Donc, la sortie ciné, la première, c'est Hunger Games, le préquel de la trilogie. Alors, le préquel de la trilogie, bah, ça revient sur la backstory de Coriolanus Snow. Moi, je pensais qu'il s'appelait Cornelius, mais en fait, il s'appelle Coriolanus Snow parce qu'ils peuvent pas faire simple, tout simplement. Et donc, ça se passe toujours dans le monde de Panem, au moment de la 10e édition des Hunger Games. Pour rappel, Hunger Games, ça se passe à la 75e édition, 74e même dans le premier. Donc, on est vraiment, vraiment très, 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 très avant. Et pour vous expliquer, en fait, le film, si vous pensez que Hunger Games était violent, bah, vous n'avez pas vu les 10e Hunger Games, en fait. Parce que les 10e Hunger Games, c'est pas « Oh, regardez ces gens qu'on fait venir dans des super hôtels, et après on les habille, on les fait passer à des émissions télé, puis après on les envoie se battre dans une forêt. » Là, c'est « Oh, regardez ces gens qu'on amène dans des trains un peu en mode nazi, et qu'on les met dans des zoos pour que les gens se foutent de leur gueule, et après on les met dans une arène nulle, et ils ont 2 heures pour s'entretuer. » Voilà. Donc ça, c'est le nouvel Hunger Games, le préquel, et donc ça revient sur comment Hunger Games est passé de ça, hein, ce truc hyper violent et hyper moche, il faut le dire, au Hunger Games qu'on a maintenant avec cette télé-réalité et cet attachement qu'on donne à ces personnages. Et donc on suit finalement le méchant des Hunger Games, des 75e Hunger Games, au lieu de suivre une gentille. On pense qu'on va suivre Lucy Greybird, qui est donc la tribu du 12e district, parce qu'apparemment il n'y a que le 12e district qui intéresse de Hunger Games. On suit donc Coriolanus Snow. Et en fait, le film est découpé en 3 parties, donc qui s'appellent le mentor, le prix et le pacificateur, que moi je renommerai en la victime, l'amoureux, le bourreau. Voilà, soyez prévenus. Donc c'est un film qui revient à la fois sur le passé, tout en étant très actuel, parce que franchement, comment il les traite, etc., avec ce qui se passe en ce moment, on se dit qu'on n'est pas si loin, hein, finalement, hein, vraiment. C'est encore pire que les 74e Hunger Games, finalement. Donc voilà. Donc si vous pensiez que les 74e Hunger Games, c'était violent, bah attendez de voir ces 10e Hunger Games, parce que là, il n'y a pas les paillettes du tout. Donc c'est moins sympa. Et c'est graphiquement violent, vraiment? Alors, est-ce que ce serait... J'irai pas dire jusqu'à que ce Francis soit... Laurent, c'est pas... Ouais, c'est pas graphiquement violent, Ouais. mais vraiment la façon dont il les traite par rapport au 74e Hunger Games, où c'est vraiment au début, quand ils arrivent au Capitole, etc., c'est de la violence morale, enfin c'est de la violence mentale, quoi. C'est vraiment, voilà, on vous fait vivre la belle vie avant que vous alliez mourir et vous tabassez à 24 dans une arène. Là, c'est vraiment... C'est plus cru. Voilà, c'est cru, c'est on vous prend pour que vous alliez vous battre et il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de vous allez avoir des super repas en attendant, dormir dans des super chambres super tech. Non, c'est genre on va vous affamer et ça va durer 3 jours et puis si ça dure plus de 2 heures, ça nous saoule. Voilà. Et donc c'est vraiment sur ce point-là, c'est vraiment horrible. Après, le film ne se concentre pas entièrement sur les jeux, hein. C'est pas comme le premier film où là vraiment la plus grosse partie du film c'est le jeu, l'arène, etc., qui dure plusieurs jours, puisque là en fait au moment des 10e Hunger Games, ça se passe pas comme ça. C'est vraiment plutôt le passage... c'est vraiment comment Coriolanus Snow est devenu le président Snow qu'on connaît aujourd'hui, le fameux empoisonneur notamment. Et est-ce que, à la manière de Dark Vador, il était gentil au début?
Eh ben, est-ce que j'ai envie de vous spoiler? Voilà. C'est le personnage qui est joué par Donald Sutherland, c'est ça dans les films, non qui est ouais. Enfin, j'imagine que tu le sais mieux que moi. J'ai pas vu le préquel, moi j'ai vu les autres en fait. Mais du coup, dans le préquel, il est jeune, donc c'est pas le même acteur. Et on voit, par contre, il y a vraiment zéro flash forward des 74e Hunger Games. Il y a vraiment aucun moment où on revient sur les 74e Hunger Games en mode. Pas du tout. D'accord. Mais le film est super intéressant et moi, ce que j'ai beaucoup aimé surtout, c'est que justement, c'est un film où on n'est pas, c'est pas le même rythme que Hunger Games. C'est pas, on vous montre le tribut va aller se battre et le tribut va faire la révolution. Là, on est vraiment sur un personnage qui est censé être du camp des méchants et qui oscille entre c'est quoi en fait d'être méchant ou gentil dans ce monde-là. Et c'est un rythme qui est aussi beaucoup plus lent, enfin à la fois plus resserré et à la fois plus lent. Et vraiment, ça rend le film vraiment bien. Et donc, je vous invite tous à aller voir ce Hunger Games si jamais vous avez aimé Hunger Games et si jamais vous n'avez pas aimé Hunger Games. Voilà. C'est aussi un bouquin à la base? Non, c'est pas un bouquin, mais Suzanne Collins a participé, non? C'est encore un livre. Il y a un bouquin. Elle a refait un bouquin qui s'appelle comme le film, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Et donc c'est adapté du bouquin de. D'accord. Je pensais qu'elle avait juste écrit le scénario et qu'elle était comme J.K. Rowling sur les animaux fantastiques, par exemple. Non, là c'est vraiment ça. Et si on n'y connaît rien à Hunger Games, on peut regarder ou pas? Eh ben oui, vous pouvez tout à fait regarder parce que comme c'est les 10e Hunger Games, en fait, on vous explique quand même ce qui se passe, quoi. Ouais, mais genre on n'est pas les petits privés de jokes et tout sont pas trop. Non. Si apparemment il y en a. S'il y a des blagues, c'est pas très marrant Hunger Games. Apparemment il y en a, mais si tu ne les saisis pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi personnellement, j'ai pas vraiment fait gaffe. Si il y a une private joke, on va dire, sur le nom de Katniss, mais c'est tout. Enfin, moi j'en ai pas remarqué d'autres. Okay. Et toi, Julien, ton film de novembre? Oui, mon film de novembre, c'est une ressortie en plusieurs parties. Enfin, le film a été diffusé en une seule fois au Max Linder, si mes souvenirs sont corrects, qui est le Guerre épée de Sergei Bondarchuk, qui est un film russe des années 60, qui est une adaptation, comme son titre l'indique, du roman de Tolstoï, qui avait été commandé par le gouvernement russe à Sergei Bondarchuk parce que la version de King Vidor, une version américaine, une adaptation américaine, avait beaucoup fonctionné très très fortement en fait en Russie. Et les Russes se sont dit attends, mais c'est pas normal, les Américains ils font ça, pourquoi nous on ferait pas? Et du coup ils l'ont fait, mais en mettant des moyens absolument colossaux. En gros, c'est un film. C'est le film de tous leurs corps, quoi. Je veux dire, c'est un marronnier de dire ça, quoi. J'ai l'impression. Mais là, c'est tellement vrai, quoi. Déjà, c'est un film qui dure la totalité, c'est entre 7 et 8 heures. C'est à la durée exacte. C'est 7 heures et... Quasiment 7 heures, je dirais. Non, c'est plus de 7 heures, je crois. Mais ouais, en fait, donc là, dans la ressortie, c'est divisé en plusieurs films, mais il aurait fallu le voir en entier. C'est aussi le truc intégralement. Sergei Bondarchuk, quand il a fait le film, il joue aussi dedans. Il a fait plusieurs attaques cardiaques. Il y a des figurants. On n'a pas de 170 000 figurants, un truc comme ça. Mais il y a des scènes, il faut savoir qu'il y a des scènes dans le film. C'est quoi? C'est 4 ans de tournage, je crois, quelque chose. Je crois que c'est ça, ouais. Et 2 ans pour une scène de bataille, notamment. Voilà. Et donc, tu as les campagnes napoléoniennes en partie qui sont représentées dans le film avec des figurants, donc par des dizaines, centaines de milliers, quoi, là, quasiment. Et ça se voit à l'écran. Ça se voit à l'écran, c'est-à-dire que ça te donne des visions dantesques moi, je n'ai jamais vu au cinéma, quoi. C'est des trucs absolument hallucinants. Et en plus, le film a été tourné en 70 mm, enfin, la version 70 mm de soviétique, quoi, qui s'appelait le Sovoscope 70, c'est ça. Et c'est aussi, alors pas tout le temps, mais c'est aussi un film qui est un peu créateur de forme, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'effets optiques, ce qu'on appelle des split diopters. En fait, c'est des lentilles fendues en fait à moitié qui permettent d'avoir à la fois un gros plan très net et un plan très large, très grand, net aussi. Il y a beaucoup d'effets optiques pour des scènes de tonnerre, pour ce qu'on appelle des glass painting, pour faire des extensions de décor et tout, mais aussi beaucoup pour manipuler la caméra. C'est-à-dire qu'il y a des séquences, des plans séquences qui sont absolument ahurissants, et il y a des mouvements de caméra qui sont encore... En fait, tu te dis, mais comment ils ont fait ça, quoi? Par exemple, ils avaient inventé une espèce de précurseur de ce que les Américains, à la fin des années 80, appelleront le cable cam. En gros, ils ont mis leur caméra. Les caméras, c'est des frigos à l'époque. Il faut avoir conscience de ça, quoi. Ils avaient mis leur caméra sur des câbles qui survolent, notamment sur un plan hallucinant, en fait, qui survolent un champ de bataille au milieu d'explosions de mecs qui sont, tu sais pas trop s'ils sont survécus. Enfin, c'est connu aussi, malheureusement, ce film, pour avoir sacrifié beaucoup de chevaux, pour avoir beaucoup de figurants qui sont sortis amochés du film.
Et donc, t'as la caméra qui survole ça, qui traverse les flammes avec des centaines de figurants dans tous les coins. T'as des plans aériens, t'as une espèce de plan, je pense que c'est un plan à l'hélico ou à l'avion, quoi, j'en sais rien, avec des milliers de chevaux comme ça qui font des espèces de formations en cercle et tout. C'est ahurissant. C'est-à-dire que c'est un film unique. Et c'est super que Potemkin le ressorte en fait comme ça et que vous donne l'occasion de découvrir ça, parce que quand bien même le rythme ou certaines façons d'appréhender la mise en scène dans certaines séquences de dialogue peut vous sembler un peu, j'allais dire pesant, mais c'est dans un certain classicisme classique, on va dire ça comme ça. Certains épisodes en tout cas. Ouais, dans certaines parties et tout. En même temps, vous allez avoir un spectacle absolument sidérant, quoi, comme vous en verrez pas d'autres en fait dans le cinéma. C'est presque une anomalie en fait, ce Guerre épée. Voilà. Et juste pour l'épilogue, Fedor Bondarchuk, le fils de Sergei Bondarchuk, est aussi un réalisateur de blockbusters russes. Il avait fait un film aussi à gros budget qui s'appelait Stalingrad, mais qui était tout pété pour le coup, et qui avait coûté quand même beaucoup moins cher. Mieux que celui de Jean-Jacques Hano. Moi je déteste pas Jean-Jacques Hano, je trouve qu'il y a des trucs bien. Moi, je l'aime beaucoup aussi. C'était un piège, c'est ça? Ouais. Non, c'est vraiment un film de propagande pour le coup. C'est ça qui est paradoxal aussi, je terminerai peut-être là-dessus, c'est que le film de Bondarchuk, de Guerre épée, a eu un Oscar en fait aux États-Unis. C'est ça, c'est l'ironie aussi finale. Et lui, il a eu des gros problèmes du coup avec le gouvernement à cause de ça. C'était une des comédiennes, je crois, si mes souvenirs sont bons, qui allait récupérer l'Oscar à Los Angeles. Quand elle est descendue de l'avion, ils lui ont confisqué la statuette tout de suite et tout. Donc voilà, il y a une histoire aussi derrière Guerre épée qui est fascinante. C'est ça aussi le cinéma, c'est des trucs fascinants comme ça, improbables quoi, et qui ne pourraient plus exister aujourd'hui, ça c'est sûr et certain, quoi. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est à la fois complètement dément en termes de dimension financière, technique et tout ça, et en même temps hyper expérimental. Et rien que le premier plan, dans mes souvenirs, c'est un espèce de truc un peu vert, un peu étrange, on ne sait pas exactement où on est. Oui, Il y a des vrais partis pris formels. Il y a des incrustations à l'image, par exemple. Il y a des split screen aussi de temps en temps et tout. C'est vrai qu'ils testent plein de trucs, quoi. Moi, je parle de certaines scènes, tu vois, de dialogue qui sont parfois un peu pesantes, etc., quoi. Mais c'est vrai que mais je pense que c'est expérimental à la russe, quoi. C'est-à-dire qu'ils s'étaient positionnés là, comme ça, dès le début du cinéma, quoi. Voilà. On nous dit dans le chat, il y a eu une séance de folie au Max Linder, c'était ouf. Oui, Voilà. parce que, encore une fois, c'était une des rares occasion en fait en France de pouvoir admirer le film dans sa continuité, quoi. Et donc il est en ce moment au Reflet Médicis pour les Parisiens. Mais pas en entier, c'est par épisode. Ouais, mais il y a des... Ah oui, d'accord, c'est en plusieurs jours. Maintenant c'est par volet en fait, c'est 4 volets différents. En fait, ce qui est assez bizarre, c'est que le film est divisé en 4 parties, mais là il a été coupé en 3 parties. Ok. Donc en fait, c'est en 3, t'as raison. Je crois que le premier épisode, c'est la partie 1. Je crois que il y a les 2 premiers épisodes dans le premier volet, le deuxième volet c'est le deuxième, et le dernier c'est le dernier. Enfin voilà, c'est un peu charcuté, quoi. Okay, mais bon, à voir quand même aussi en salle, évidemment. On a eu un raid de Marie. Merci beaucoup à Marie Palot pour son raid. Et donc, bienvenue à tous les raiders, même si c'est un petit peu tard maintenant pour le dire. On va passer à ton film de novembre, Axel. Oui, Little Girl Blue. C'est marrant parce que toi, tu es vraiment dans la démesure. Et Guerre épée, c'est vrai que c'est quelque chose. Mais là, Little Girl Blue, c'est un peu tout l'inverse, quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le cinéma de l'intime. Pour être tout à fait honnête, je ne connaissais pas le cinéma de Mona Hachach, donc la réalisatrice. Elle a réalisé Les Gazelles, Le Hérisson. Je crois que c'est son 3e ou 4e long métrage, Little Girl Blue. J'y ai été pour préparer l'émission, sans rien attendre. Et j'ai été vraiment cueilli. C'est pour moi peut-être l'un des plus beau film de l'année, ça m'a vraiment retourné. Et pour faire court, parce qu'il faut quand même expliquer un peu le concept, c'est pas évident comme concept. La mère de Mona Hachach est donc décédée, je crois, en 2016, quelque chose comme ça, elle s'est pendue. Après sa mort, après sa disparition, elle a retrouvé tout un tas de carnets, de notes, une espèce de journal intime de sa mère, et elle s'est dit, cette femme-là qui était complètement secrète, que même moi je ne connaissais pas, parce qu'elle a aussi retrouvé des photos de sa mère dans sa jeunesse qui l'ont complètement retournée, parce qu'elle a découvert une autre femme quelque part, et ben elle a voulu l'incarner. Et elle a voulu incarner sa mère à l'écran. Et là où c'est vraiment étonnant, c'est qu'elle a décidé de l'incarner dans le cadre d'un documentaire via Marion Cotillard. Donc Marion Cotillard, une perruque, maquillage, complètement méconnaissable, fait du labial sur les notes retrouvées de la mère de Mona Hachach. Donc c'est hyper étonnant. En même temps, il y a quelques images d'archives, il y a quelques photos. C'est très déstabilisant au début, parce qu'évidemment, Marion Cotillard
Et en fin de compte, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de réincarnation comme ça à l'écran de la mère de la réalisatrice qu'on découvre avec elle, qu'elle-même redécouvre et que nous on découvre. Et ça m'a vraiment, je trouve ça vraiment très fort d'un point de vue global, c'est-à-dire qu'on retrace les années 60 à Paris, mai 68, ensuite elle va aux États-Unis, elle se prostitue, elle a une vie complètement rocambolesque et assez fascinante. Donc déjà, ça raconte ce que c'est aussi que d'être cette femme-là dans les années 60-70, et d'un point de vue intime, c'est aussi bouleversant parce qu'on a la réalisatrice qui elle-même se met en scène et qui elle-même est hyper émue de retrouver quelque chose de sa mère disparue. Donc voilà, il y a un truc moi que j'adore au cinéma, c'est de me dire qu'il y a une espèce d'immortalisation des acteurs. Je sais pas, quand je vois un film avec Montgomery Clift ou autre, cette espèce de beauté perdue comme ça, et ben je me dis que là il est immortalisé à l'écran je sais pas, dans Place au Soleil ou d'autres films, et il est là pour toujours, quoi. Il a cette beauté là comme ça qui est un espèce de flash et qui est là. Et en fait, je trouve que Little Girl Blue c'est grand parce qu'elle a réussi à immortaliser sa mère morte. Et franchement, voilà, je m'y attendais pas et ça m'a vraiment touché. Et on pourrait croire que ça a quelque chose d'un peu glauque, dit comme ça, parce que même ce qu'elle raconte est dur. Et en même temps, le film, c'est vraiment une caresse, c'est-à-dire que c'est très doux, c'est très tendre. Et puis surtout, c'est bourré de cinéma, quoi. C'est-à-dire qu'on pourrait croire plan fixe sur Marion Cotillard qui raconte, et qui d'ailleurs est assez dingue, hein, parce que parfois elle fait des monologues de 5-6 minutes où elle a appris par cœur le ton. Enfin, c'est la voix de la mère qui a été enregistrée. Donc Marion Cotillard est en train juste de faire du labial en fait, et elle a le rythme parfait. Elle est assez extraordinaire. Et donc tout ça est mis en scène d'une manière qui est aussi très étonnante, quoi. C'est-à-dire que parfois on quitte Marion Cotillard, on passe sur autre chose, on passe sur un objet. Il y a des petits mouvements de caméra hyper minimes, mais qui en fait sont tous très justes. Tout ça dans un univers mental, parce qu'on est dans un appartement vide qui est en fait une usine à Mulhouse. Enfin bref, passons. Mais voilà, à tout niveau, c'est vraiment un grand film à mes yeux. Et c'est encore en salle. Donc vous pouvez encore aller voir Little Girl Blue en salle. Un peu en salle, je crois. Un peu. Moi, en tout cas, moi, je vis à Laval et il est encore dispo. Très bien. Donc normalement, vous devrez pouvoir le voir à peu près partout en France. S'il y a à Laval. Il est sorti le 15, donc en théorie, ouais, je pense qu'il est encore en salle pour peut-être 2 semaines. Mais ouais, je m'y attendais pas et grosse recommandation. Ouais. Et Julien, un petit mot sur un film que tu as vu en novembre, vite fait. Moi, je vais malheureusement pas beaucoup au cinéma en ce moment parce que je suis dans des phases où je travaille beaucoup. Donc après, je rattrape mon retard en général. mais j'ai vu Vermine. On en parlera après alors. On en parlera peut-être plus tard. On en reparlera. J'ai trouvé ça très cool. J'ai vu le Scorsese que j'ai trouvé sympa aussi. Et je crois que c'est tout. Sympa. Je sais pas si tu veux lancer le débat. c'est l'adjectif. On va pas en reparler. J'adore le feu. Si, on peut lancer le débat si tu veux. On l'a déjà fait. Moi, je l'aurais trouvé excellent avec 40 minutes de moins, si tu veux, mon vrai. Voilà, c'est ça. On a déjà eu ce débat. C'est le grand sujet sur tous les Scorsese, c'est la durée et le montage, quoi. Pour moi, pour moi, c'est un bon film, mais il transforme un film excellent en un bon film en l'étalant, quoi, pour moi. Voilà. Oh, désolé, hein, Martin. Je te dise, t'es où? Tu m'entends? Je suis pas sûre qu'ils nous entendent. Je suis pas sûre. Par contre, le chat, ils nous entendent. Puis la salle, ils nous entendent. La salle, Scorsese, non? Qui a vu Scorsese? Il n'y a pas de mauvais Scorsese, de toute façon. Ah, quand même. Pas grand monde, hein, finalement. Pas grand monde. Comme quoi, les 3 plus heures. exigeant aussi avec des réalisateurs comme ça, c'est aussi ça. Alors, on va venir très rapidement parce on est déjà un peu en retard sur les films de décembre, donc les attentes des films de décembre. Mon film attente de décembre, c'est Migration. Donc, c'est le nouveau film de Illumination, le studio, qui revient avec Migration. C'est un film qui suit une famille de canards. Donc, déjà, c'est très original. J'ai vu la bande-annonce, j'étais là, mais pourquoi une famille de canards? Mais en vrai, ça a l'air super sympa. Et surtout, c'est avec les voix de Laure Calamy et de Pio Marmaille. Et c'est la première fois que Laure Calamy double au cinéma. Moi, j'avais été conquise par Adèle Exarchopoulos, qui a doublé pour la première fois au cinéma Flamme dans Élémentaire. Et j'avais adoré. Et du coup, là, j'ai trop hâte de voir le travail de Laure Calamy en doublage, parce que j'adore sa voix aussi. Et je trouve qu'en ce moment, le doublage est en train un peu de renouveler les voix aussi féminines et masculines qui peuvent apparaître dans les films, surtout les gros films blockbusters, parce qu'on prend toujours des voix d'acteurs connus. Et du coup, je trouve ça super sympa. Voilà. Et puis... c'est aussi un film sur lequel Boulet a travaillé, qu'on a reçu la dernière fois, donc il était au storyboard, donc voilà, raison de plus d'aller voir le film. Un tout petit peu et en dev. Hein. Oui, un petit peu, mais ça compte un peu. C'est une prod française, hein. Illumination, oui. C'est une boîte française qui a été rachetée par une boîte américaine, quoi. Mais c'est ça qu'il faut rappeler. Le réal, là, il est français pour le coup, donc voilà, bref. Tout à fait.
Et voilà, donc ça a l'air d'être un sympa film d'animation familial. Et moi, j'avoue que j'adore ce genre de film d'animation. Je vais quasiment tous les voir. Donc voilà, c'est mon attente en tout cas de décembre et on verra ce que ça donne. Il y a d'excellents retours. C'est vrai ? Ouais. Ah, bah génial. Julien, ton film de décembre ? Bah, moi, c'est aussi un film d'animation qui s'appelle Mon ami robot, qui est un titre français que j'aime pas trop. Je sais que l'affiche, en fait, on se dit, bon, c'est un petit film d'animation pour les plus jeunes et tout. C'est plus compliqué que ça, en fait. C'est un film qui est réalisé par un réalisateur espagnol qui s'appelle Pablo Berger, qui est un réalisateur très rare, finalement. Son dernier film, Abracadabra, il date de 7 ans, je crois. Ça fait 7 ans qu'il était sorti. Et c'est un film qui a des atours comme ça de petits contes pour les enfants, qui est beaucoup plus complexe que ça, qui cache vraiment bien son jeu. Le pitch, c'est l'histoire d'un chien qui est ici, qui vit dans une grande ville, qui est une espèce de version un peu alternative de New York, qui est très seul, qui souffre de solitude et qui voit une publicité un jour à la télé vantant les mérites d'un robot qui peut accompagner les gens solitaires comme lui. Donc il acquiert un robot comme celui-ci, c'est Le Grand Amour, parce qu'il faut savoir c'est que le titre en VO c'est Love Robot et c'est pas Mon ami le robot. Donc il y a aussi il y a un trouble. Pablo Berger joue sur le trouble là-dessus. Ça peut être une histoire amoureuse en fait entre les deux, quoi, tout à fait. Donc ils vivent, à mon sens, en tout cas, le grand amour. Je vais après venir pourquoi c'est sujet à autant à interprétation, le film. Et il batifole notamment au bord de la plage le temps d'une journée solaire, littéralement. Il se baigne et là, le drame, le robot rouille, se retrouve bloqué sur la plage. Comme il est très lourd, le chien n'arrive pas à le tirer, à le ramener chez lui. Et la plage ferme pour l'hiver. Et le chien se retrouve séparé du robot. Le robot est figé en fait sur la plage. Et lui doit retourner en fait dans la ville en affrontant de nouveau la solitude. Et toute l'histoire, c'est la vie en parallèle de ces deux personnages, qui est figé comme ça, et un autre qui essaye de surmonter le drame qui vient de vivre. Pourquoi c'est sujet à interprétation ? C'est parce que Pablo Berger avait aussi fait un film qui s'appelle Bianca Neves, qui était un film, moi, que je trouve merveilleux, qui était un film muet, qui était sorti juste avant ou juste après, enfin en tout cas dans les mêmes eaux que The Artist de Hazanavicius, et qui était une relecture donc de Blanche-Neige, mais à la sauce ibérique, on va dire ça comme ça, et surtout qui remontrait... Enfin, le verbe a beaucoup de place pour moi, enfin, à mon sens, dans le cinéma aujourd'hui, un peu trop, quoi. Et revenir au muet, se contraindre en fait à ça, ne pas communiquer les émotions, les buts des personnages, leurs objectifs, en fait, juste par l'image et non pas par le verbe, c'est toujours salutaire. Et c'est ce que fait Berger là-dedans. Donc déjà, il y a ça, il y a un projet cinématographique qui est génial. Et puis, il y a surtout un discours un petit peu en retrait sur, mine de rien, l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qui revient un peu au projet AI de Kubrick et à ce que Spielberg en a fait, c'est-à-dire à quel moment on peut considérer qu'une intelligence artificielle est humaine, peut-elle aimer, est-elle capable d'avoir des sentiments qu'on attribue exclusivement à l'homme habituellement. Et c'est surtout un film sur la solitude et le deuil, en fait. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait en fait quand l'être aimé n'est plus là, comment tu te reconstruis ou pas, est-ce qu'il faut pour continuer à courir après une chimère, qu'elle le retrouver ou pas. Et c'est un film qui peut s'adresser aux plus jeunes, évidemment, mais je pense que les grands, ils trouveront vraiment du grain à moudre. Et je tenais vraiment à en parler aujourd'hui parce que je pense que c'est inattendu et surtout la façon, encore une fois, dont le film est vendu. On ne se dit pas qu'il a toutes ces couches de signification et qu'encore une fois, Pablo Berger, c'est un réalisateur à redécouvrir. C'est vraiment un super mec, quoi. En tout cas, moi, je ne connais pas, donc j'irai découvrir Mon ami robot en salle. Et puis c'est très drôle en plus. C'est drôle. Ouais, ah. en plus, ouais. Et c'est vrai que Blanca Nieves, je savais pas que c'était lui. Mais je l'ai vu donc en salle il y a quoi, 11 ans. Ouais, facile, ouais. Et c'était quelque chose, ça m'est revenu là quand tu l'avais dit, j'avais pas fait le lien et c'était déjà un vrai truc assez impressionnant, quoi. Axel, ton film de décembre ? Ouais, c'est rigolo parce que tu parlais de chimère et de femmes perdues, enfin d'être aimé perdu en tout cas, et j'aurais pu parler de La Chimère qui parle exactement de ça, un film italien qui était vraiment très beau, mais c'est pas ça dont je vais parler. C'est encore un documentaire, c'est le hasard mais c'est comme ça, d'un film qui sort le 6 je crois, qui s'appelle The Soiled Doves of Tijuana, donc les colombes souillées de Tijuana. Et Soiled Doves en anglais c'est une expression pour parler des prostituées. Donc c'est un documentaire sur les prostituées de Tijuana, très souvent SDF, très souvent droguées, donc dans des conditions de vie très complexes et tout ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Jean-Charles Hue, le réalisateur, donc c'est Jean-Charles Hue, H-U-E. Il avait réalisé en 2014 un film qui s'appelle Mange tes morts.
Un film donc extraordinaire, je trouve, tourné avec des gitans de Beauvais. Avec une approche hyper documentaire, et en même temps il y avait mis de la fiction là-dedans parce qu'il avait mis des braquages là-dedans, des courses-poursuites, tout ça, parfois des vraies courses-poursuites avec des vrais flics aussi. C'était vraiment un film complètement hors cadre, on va dire, dans le cinéma français et même international. Et donc il avait un peu disparu des radars depuis, alors que Mange tes mort avait été quand même bien remarqué à Cannes et notamment à la Quinzaine. Il avait fait un film entre-temps qui s'était déjà passé à Tijuana Bible, je crois, qui était plutôt réussi, mais un peu en deçà à mon avis. Et donc là, il revient. Comme ça, un peu d'entre les morts, entre guillemets. Et il sort ce doc qui est assez dingue. C'est-à-dire qu'il va à des endroits où, à mon sens, on n'est jamais allé avec une caméra, dans les tréfonds de Tijuana. Et Tijuana, j'ai fait un court reportage, et il se trouve que c'est une ville où on n'a pas du tout envie de se balader avec une caméra. C'est vraiment pas un endroit facile. Et donc lui l'a fait. Il a été rencontrer des gens qu'on n'a jamais vus au ciné. Et tout comme dans Mange tes mort, il a cette capacité à aller dans les tréfonds et à en tirer quelque chose d'hyper lumineux. Et il a dans sa mise en scène quelque chose d'assez mystique. Mange tes mort, c'était ça déjà. Il y avait ces gitans comme ça qui ont leur manière de parler, qui ont leur bagou, qui ont quelque chose qu'on pourrait immédiatement trouver vulgaire ou quoi. Et en fin de compte, il en fait des êtres complètement transcendés, quoi. Et là, c'est un peu pareil. Donc, on suit 5-6 prostituées dans leur quotidien. Et elles marchent comme ça dans les rues de Tijuana. Et il ne se passe pas grand-chose. Et en même temps, c'est hyper fort. Et il y a des choses visuellement qui sont hyper marquantes. Et puis, ce qu'il y a de rigolo aussi avec Tijuana, c'est qu'en fait, c'est juste à côté de Los Angeles et d'Hollywood. C'est-à-dire que c'est à la frontière. Donc, c'est de l'autre côté, quoi. Vraiment, c'est la frontière avec San Diego. C'est pour ça que ça craint autant, d'ailleurs. Hein. C'est une des raisons. Hein. Que ça quoi? Que ça craint autant, bah quoi, ouais, que c'est ouais. une ville aussi violente. Quoi. Bah c'est ouais, que c'est une ville quasi frontalière. C'est quoi. une ville frontalière. En fait, si vous voulez, c'est les rebuts de l'Amérique qui s'y retrouvent, et ceux qui n'ont pas réussi à arriver aux États-Unis. Enfin, bref, c'est vraiment une ville complexe. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, c'est un peu, si vous voulez, l'envers du miroir d'Hollywood, quoi, parce que c'est un peu les mêmes dimensions. C'est des villes qui peuvent un tout petit peu se ressembler de par leur immensité, sauf qu'il y en a une qui va dire c'est la cité des rêves, et puis l'autre, c'est l'envers du décor. Et donc, ça me fait presque penser à un Sunset Boulevard, quoi, qui montrait un peu la déchéance de Gloria Swanson, star du muet, qui, avec l'arrivée du parlant, devient complètement has-been. Et ben là, c'est un peu la même chose, quoi. C'est le monde du dessous de Stranger Things, quoi. C'est ce qu'on veut pas nous montrer. Et c'est Tijuana. Donc voilà, un documentaire vraiment assez impressionnant sur à la fois une ville, sur des femmes, sur une situation, voilà, et des plans qui restent encore. Passage de Billy Wilder quand même à Stranger Things. C'est vrai. Impressionnant. C'était une petite impro, mais je suis content que tu l'aies relevé. C'est bravo. Hein. Merci beaucoup en tout cas pour ces sorties. Donc vous avez dans le chat un sondage pour savoir quel film vous irez voir. Est-ce que vous êtes plutôt robot, canard ou documentaire? Donc je vais dire documentaire parce que je veux pas mettre le mot prostituée comme on va dire Tijuana, c'est très bien, voilà. Donc n'hésitez pas à voter dans le chat en faisant un petit point d'exclamation avec robot, migration ou Tijuana en fonction de ce que vous comptez aller voir. Et on va passer au grand angle. Jingle. Ouh. Direct. Et regardez comme ils apprennent de leurs erreurs. Merci à la régie. Et donc, nous allons faire un grand angle sur le film Bâtiment 5 de Lajli et nous accueillons aujourd'hui Delphine Lhomme qui est storyboarder sur le film et qui va nous parler de son métier. Bienvenue Delphine, on est très heureux de te recevoir ce soir. Bonsoir, je suis désolée pour la voix que j'ai. On est en décembre, ça y est, tout le monde est malade. Ouais, sachez-le. Je vais essayer de faire de mon mieux et de ne pas la perdre en cours de route. Tu vois, tu me fais tousser en plus des films. Oui, c'est ça. Et je vais tousser. Donc, je tiens à m'excuser à l'avance. Donc c'est bien parce que moi le public sait que si jamais vous êtes en train de vous retenir de tousser, allez-y. En même temps que N'ayez moi. pas peur, Voilà. c'est bon, vous avez le droit. Alors d'abord on va introduire peut-être Bâtiment 5 quand même. Donc Bâtiment 5 c'est un film cinéma de banlieue, hein, donc la thématique. C'est le nouveau film de Lajli après Les Misérables. Et donc on suit Abby qui est une jeune femme très impliquée dans la vie de sa commune. Là je vous lis totalement le synopsis. Hein. Qui découvre le nouveau plan de réaménagement du quartier dans lequel elle a grandi. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ces personnes vont être relogées, donc ils vont être en soi expulsés de leur logement pour être relogés dans d'autres. Et donc, mené en catimini par Pierre Forge, un jeune pédiatre propulsé mère, donc qui est joué par Alexis Manenti et Abby qui est joué par Anta Dio.
si je ne me trompe pas, désolé pour les prononciations. C'est ça. Qui est incroyable. Hein. Qui est incroyable, franchement, elle est incroyable. super, Ouais. Qui n'est pas comédienne. Hein, à la Non, elle n'est base, pas comédienne. Elle n'est pas comédienne. Ouais, super. Et d'ailleurs, il y a un article sur France Info, si ça vous intéresse, où elle parle justement du fait qu'elle n'est pas comédienne et qu'elle avait un peu peur de jouer ce rôle. Et donc, premier rôle. C'est pas son premier Non, c'est rôle, pas son premier, non. mais par contre, elle bosse, si tu veux, en parallèle, et elle met de ce que j'ai compris en fait, hein, elle met de côté, elle prend des congés, le temps en fait de tourner ses Ouais. films. Mais c'est vrai que du coup, elle a une espèce d'énergie, je trouve, de naturel et de charisme qui est vraiment. Qui est très Tu vois juste. rarement Voilà. ça en fait dans le cinéma Ouais. français, Ouais, je trouve. Quoi. c'est Mais vrai on va, que- on va, Elle on a va vraiment pouvoir en quelque parler. chose, quoi. Ouais. Et donc voilà, ce Pierre qui devient maire veut démolir absolument cet immeuble où Abby a grandi, donc avec les siens, avec tous ses amis, sa famille qui vivent tous là, hein, quasiment. Et donc ça part dans un bras de fer contre la municipalité et ses grandes ambitions pour empêcher la destruction du bâtiment 5. Et avant de commencer à en discuter réellement, on va vous passer la bande-annonce. Allez, la régie. Moi, j'habite au Grand Bosquet, donc forcément, je suis au courant du projet de rénovation. Mais je viens de découvrir qu'il avait complètement changé. Les nouveaux logements qui sont prévus, ils n'ont plus la capacité d'accueillir de familles nombreuses. J'ai pas le dossier en tête, hein, mais ce que je peux vous dire, c'est que la ville fait vraiment de son mieux pour rénover ce quartier. Bah non, justement. Là, il y a des quartiers où t'as jamais mis les pieds. Mais tu sais ce que ça veut dire que d'être maire d'une ville comme celle-là? À quoi ça sert de reconstruire des immeubles et de changer tout un quartier? C'est pour se retrouver avec exactement les mêmes problèmes. On parle de quoi exactement? Des problèmes sanitaires? Problèmes scolaires? D'insécurité? Droits des femmes? On parle de quoi exactement? On parle de problèmes de personnes qui causent des problèmes. On a la plus grosse concentration d'étrangers tôt au département. Et à ça, tu rajoutes le record de délinquance. Tu vois pas comment ça se passe dehors ou quoi, toi? Le fou. On est face à une occasion en or. Ça fait des années que la mairie va expulser ces Je gens. dois pas virer des gens le jour de Noël. Parce que c'est à ça qu'elle vous sert, vous, la police? C'est mignon, mais ça sert à rien. C'est très bien, quoi qu'on fasse, on passera toujours pour la racaille qui vandalise. On peut pas être que en colère. On peut pas. Si on en a marre de voir toujours les mêmes nous gouverner, c'est à nous d'agir. Et toi, comment tu te définirais? Moi, je suis une Française d'aujourd'hui. Voilà, le film Bâtiment 5, donc là on est vraiment sur de l'esprit de Noël inversé. Alors Julien, peut-être un mot sur le film, sans spoil. Putain, j'ai cru que c'était moi. Sans Je me suis dit, putain, spoil. j'ai pas bossé. Non, t'inquiète. En fait, il y a un truc, comme c'est une trilogie, on pourrait peut-être faire presque une analogie à une de ma série préférée, peut-être, qui est The Wire, qui est ausculté en fait ce qui se passait à Baltimore, mais en commençant sur un tout petit quartier, tout minuscule, puis qui élargissait en fait le spectre pour terminer à l'échelle d'un État, pas d'un pays, mais vraiment tu finissais très loin. Il y a un peu de ça, c'est-à-dire que on était sur un niveau beaucoup plus humain en fait sur Les Misérables. Et là, il dézoome un peu, la Gilly. Enfin, c'est l'impression qu'il m'a donné, en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a un caractère qui est beaucoup plus politique, hein, évidemment. Oui, on tout l'a à vu, fait. quoi. C'est définitivement le sujet du film. Mais même le personnage principal du film, quasiment, c'est presque le bâtiment 5, comme le titre l'indique. C'est-à-dire en tout cas, c'est parmi les scènes les plus fortes. Là, on voit un tout petit peu la scène du cercueil. Je ne vais pas en dire plus pour pas spoiler, mais c'est très certain. Enfin, moi, à mon sens, c'est la meilleure scène du film. Elle est incroyable, cette scène, quoi. Rien que ça vaut vraiment le coup d'œil, quoi. Il y a vraiment un truc, en fait, autour de ces lieux. C'est-à-dire, à la fois, il a une façon de le filmer, notamment avec des plans de drone, où ça devient un truc complètement monumental, comme ça. Et en même temps, sur le côté hyper confiné. Et le film joue beaucoup, en fait, de ces deux tensions. Sur ce côté, ce petit cocon, en fait, qui peut être complètement décrépit, étouffant, mais qui est aussi un cocon, quoi. Et le côté monumental, en fait, de la chose, et le côté paquebot, en fait. C'est-à-dire très, très dur à bouger, très dur à faire évoluer, et finalement très dur à gérer d'un point de vue sociétal, quoi. Enfin, voilà, Alors moi, je c'est en crois tout qu'on cas a comme une ça. petite coupure de stream. Voilà. Continue, non, quand même, hein. Ben ouais. D'accord.
Ouais, d'accord. On a l'enregistrement, vous regarderez ça en VOD, Tu l'as vu, c'est Axel, pas non grave. Je l'ai vu. Ouais. J'y vais. T'es du d'accord coup, avec ce que je dis Je suis d'accord avec ce que tu dis. Ah, ça va. Ouais, complètement. Non, l'analogie avec The Wire, c'est très juste. J'y avais pas pensé, et en fait, c'est très juste. Et effectivement, The Wire fonctionne en saison, qui à chaque fois prennent, disons, la ville de Baltimore avec une approche différente. Et là, c'est vraiment ça. Et c'est ça, moi, que je trouve vraiment intéressant. Je savais vraiment rien du film en le voyant. Il y a déjà, je l'ai plus bien en tête, c'était il y a peut-être 2 mois. Mais je m'attendais à ce que Lajli continue dans sa veine des Misérables, sachant que Les Misérables, c'était déjà l'adaptation en long d'un cours qu'il avait fait. Je me suis dit, bon voilà, et ça a évidemment hyper bien marché, donc je me suis dit, bon bah, la logique voudrait qu'il poursuive dans cette veine. Et en fait, il poursuit dans cette veine, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que oui, le cadre est plus ou moins le même. Oui, c'est pas la même ville, mais c'est plus ou moins le même. Mais en revanche, c'est le même univers, en tout c'est cas, le même univers, mais en tout cas, l'approche est quand même radicalement différente. Le c'est rythme pas le même est genre, différent. quoi. C'est pas le même genre. Enfin, c'est vraiment un cinéma différent, quoi. Donc, franchement, ça m'a surpris. Et je trouve ça assez culotté comme approche, quoi. Voilà. Après, les gens vont le voir, donc je veux pas trop en parler non plus. Vous serez d'accord avec moi sur la scène du cercueil. Ouais. Je la trouve monter en puissance, parce que là, je raconte lui-même que le 3e film, donc le dernier volet de sa trilogie, va monter en puissance et va être beaucoup plus fort et beaucoup plus... Tu commences déjà à bosser dessus, du coup, Delphine? T'es déjà... Non, pas du tout. D'accord, il moi, t'en a juste parlé un petit peu, d'accord, ok. C'est parce que je l'ai entendu en interview. Ah oui, d'accord, ok, Je fais pas partie du secret des divins. Non, absolument pas. C'était sur une émission où il évoquait ça. Et on est revenu, désolé chers amis sur Twitch, apparemment ce soir c'est notre PC qui a chaud et pas nous. Donc voilà, on fait avec. En tout cas, donc on vient d'avoir une petite présentation un peu du film et de ce que vous avez pu en penser de ce film. Et ne vous inquiétez pas, on a enregistré de notre côté, vous aurez la rediff si jamais. Julien, un petit mot peut-être sur ton envie de voir le film? Ouais, je suis très content d'avoir la chance de le voir ce soir. Il sort quand d'ailleurs, du coup? Il sort le 6 décembre, mercredi. Ok. Bah ouais, vraiment hâte de le voir. J'avais beaucoup aimé Les Misérables, comme beaucoup de gens, je crois. Donc très intrigué suite à ce que vous venez de dire justement sur la nouvelle dimension. Enfin, à la fois comment c'est lié aux Misérables, et à la fois comment ça s'en détache. Donc ça me donne plutôt envie ce que vous dites. Donc très cool. Ouais. Ce que vous n'avez pas entendu du coup, si vous étiez sur Twitch. Ça. Ils ont dit des trucs Ils excellents. Ils ont des trucs sublimes. Non, mais il a été très fort, quoi. J'étais hyper brillant. Il y a un truc, les gens ils on a pleuré, que ça dans le public. Et après, c'est le seul moment de l'émission où ça a déroulé, quoi. C'est ça. Mais trop d'émotions pour le PC, je pense. C'est ça. Je pense. En fait, Il a craqué. Le PC, il a craqué là. J'ai vu une personne pleurer au fond. Oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, donc on reçoit aujourd'hui Delphine. Donc Delphine qui a travaillé sur les storyboards de Bâtiment 5. Donc tu es une storyboardeuse, donc tu fais des storyboards pour l'audiovisuel en général. Donc tu fais des pubs, de l'institutionnel et du cinéma. Donc notamment avec Bâtiment 5, mais d'autres films dont on va parler comme Marinette. Voilà, je te laisse te présenter, nous parler un peu de ce que tu as fait sur Bâtiment 5. Alors, sur Bâtiment 5, oui, je suis storyboarder effectivement, ou storyboardeuse, parce que je suis une fille, donc manifestement je suis une storyboardeuse. Je travaille pour la publicité principalement, mais aussi pour le cinéma. Et donc j'ai vraiment 2 vies. Et sur Bâtiment 5, donc j'ai été contactée, comme ça se passe à chaque fois quand je dois travailler en fiction, par la production, qui m'a appelée pour venir découper des séquences. Alors je vais essayer de pas trop être technique pour pas vous perdre, mais après je serai absolument ravie de répondre aux questions si je dérive trop sur la technique, parce qu'il y a des effets spéciaux dans ce film. Et il fallait en fait discuter avec Ladj et avec Julien Poupard, le chef opérateur, découper les séquences et prendre en considération les séquences pour pouvoir en discuter et voir comment on pouvait anticiper les effets spéciaux, etc. Donc il y a plusieurs choses à voir quand on fait appel à un storyboarder sur un film. On parle de narration, on parle du storyboard, on parle de jeu, et on parle du jeu des comédiens bien évidemment. Et en partant de la narration, on décline toutes les problématiques à venir, qui seront les problématiques de plateau et les problématiques en post-prod. Voilà, quand je dis problématique, le mot peut faire un peu peur, mais ce ne sont pas que des problèmes. En fait, on met sur la table toutes les choses à voir, à prendre en considération, pour que sur le plateau, justement, il n'y ait plus de questions, enfin en tous les cas moins de questions, et que les réponses arrivent en prépa. Donc un storyboarder, je pourrais être dessinatrice de BD, sauf que je ne suis pas dessinatrice de BD. Je pourrais en faire, mais c'est pas mon métier et c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Et la spécificité du storyboarder, c'est que c'est un gars qui aime le cinéma avant tout. Et en tous les cas, c'est comme ça que je me présente. J'aime d'abord le cinéma, je suis d'abord une cinéphile. J'ai d'abord aimé le cinéma quand j'étais une petite fille, et le dessin est venu après. Paradoxalement, très curieusement, je me suis mise au dessin très très tard.
Donc, je suis une vraie autodidacte en dessin. Je suis d'abord une cinéphile avant d'être une dessinatrice. En tous les cas, comme ça que je me vois. Il faut peut-être définir vite fait ce qu'est le storyboard. Le storyboard, le premier à avoir fait des storyboards, c'est Méliès en fait. Oui. C'était pas vraiment des storyboards, mais c'est les précurseurs du storyboard. Méliès, il faisait des films à effets spéciaux dans le cinéma des origines. Il a commencé à la fin du 19e siècle. Il fonctionnait pas par plan, mais par tableau à l'époque. Oui. Et c'était des plans, en fait, des tableaux donc, qui étaient tellement complexes techniquement, avec beaucoup de machinerie, des câbles, des plans, des effets de coupe, etc., des surimpressions, que lui-même, qui était dessinateur, c'était sa première volonté, lui, de devenir dessinateur. Il était caricaturiste avant d'être un des premiers cinéastes, qu'il a commencé à dessiner les tableaux. En fait, chaque tableau, par exemple, dans Le Voyage dans la Lune, qui est son film le plus connu, il y avait un dessin par tableau, ce qui lui permettait en fait de présager de toutes les problématiques et aussi de montrer les dessins à ses équipes pour leur dire vous ne voyez pas forcément la Lune à cet endroit-là, mais elle sera ajoutée en surimpression par effets spéciaux derrière. Absolument. Et donc ensuite c'est devenu un outil effectivement très prisé, mais dès les années 20, très très tôt en fait par les cinéastes, qui est le chaînon manquant en quelque sorte entre le scénario, qui est un matériau écrit, qui est un outil écrit, et le tournage. C'est ni plus ni moins qu'un outil de communication, c'est-à-dire là où c'est intéressant, c'est-à-dire qu'un scénario... Alors pas seulement quand même des films, on va reparler de ça tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Oui. Quand vous lisez un scénario, il y a 1000 façons d'interpréter un scénario. C'est ça, ouais. C'est-à-dire que si on donne un scénario à toute la salle, admettons on est 50, on est 100, il y aura 50 versions du scénario, il y aura 100 lectures du scénario, etc. Le storyboard, il donne à voir la vision du spectateur. C'est-à-dire qu'en dessinant spécifiquement le plan qu'on me donne à dessiner, ce sera ce qui sera à l'écran, théoriquement. Après, voilà, moi j'ai plusieurs storyboards qui ont pu partir à la poubelle. On m'a envoyé chier plusieurs fois. On passe un peu pour des casse-couilles par moment, parce qu'on met un petit peu le doigt là où ça fait mal. Mais en tous les cas, c'est un outil de communication pour présenter à l'équipe ce que va être l'image. Et quand on a besoin de préciser quelle va être l'action, notamment quand on a des effets spéciaux, des séquences très compliquées à mettre en scène, le storyboarder intervient pour communiquer d'abord à l'équipe et en tous les cas pour donner à voir, pour expliquer précisément. C'est vraiment le principe de dessine-moi un mouton. C'est que je ne sais pas dire avec des mots, les mots ne suffisent pas, il faut un petit dessin. On a tous griffonné sur un coin de table à un moment donné, un concept, une idée. Nous tous, on était tous petits. Le premier langage de l'enfant, c'est de dessiner. Donc, en fait, c'est quelque chose de très primaire, finalement. C'est aussi un outil de recherche. C'est-à-dire que c'est pas que ça. C'est-à-dire que ça peut être aussi... Il y a certains cinéastes qui ont notoirement dessiné leur propre storyboard. Je pense à Akira Kurosawa, notamment, qui faisait carrément des petites vignettes en couleur qui étaient absolument splendides. Oui, il y a des très grands dessinateurs. Terry Gilliam, évidemment, aussi... Lui avait un dessin. Il a dessiné un tout petit peu dans le magazine français Pilote, d'ailleurs, à une époque, Terry Gilliam. Et il avait un dessin qui tenait plus de on va dire ça comme ça, donc c'était plus griffonné. Mais par contre, c'est presque une nouvelle étape d'écriture du scénario. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils se disent tiens, ça finalement, j'ai pas forcément besoin de cette ligne de dialogue ou ça, et j'ai plus découpé dans ce sens-là parce que là, je dois cacher les câbles ou je sais pas quoi, tu vois. D'ailleurs, c'est intéressant. Pardon, excusez-moi, je vous interromps. Mais nous, on a des storyboards pour montrer ça. Pour illustrons. Nous avons des storyboards de Bâtiment 5. Sur lesquels on peut voir qu'est-ce que c'est le storyboard. Trop cool. Donc on montrerait, attention, BD. Document exclusif que vous n'aurez que ici, chez nous. Oui, parce que vous êtes les seuls à qui je montre ça. En général, je ne les montre plus. Enfin, ils vont nulle part. Ils peuvent aller dans les livres, etc. Mais ça, je laisse ça aux très grands storyboarders qui sont édités, mais non, etc. Je ne fais pas partie, peut-être un jour, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est pas mon cas. Et là, ça présente, alors après je ne veux pas spoiler le film, mais en tous les cas, ça présente une séquence assez clé du film, qui est une des séquences d'ouverture, où il y a un bâtiment qui s'effondre. Et donc typiquement, là, on a fait appel à moi, parce qu'il fallait parler donc, de la narration, amener l'histoire, amener cette séquence, savoir comment la raconter, donc où placer la caméra. C'est aussi bête que ça. C'est-à-dire, je suis face à un réalisateur qui me dit, voilà où je vais mettre ma caméra, voilà mon point de vue. Et un storyboard, c'est un point de vue. Donc il y avait le point de vue pour raconter l'histoire et aussi pour les effets spéciaux. Donc je remercie d'ailleurs Cédric Fayol au passage que j'ai eu cet après-midi au téléphone, qui est le superviseur des effets spéciaux sur le film. Super mec. Qui m'a donné un petit peu l'utilité, qui m'a expliqué l'utilité du board. Enfin, je le savais en sous-main si vous voulez, mais en tous les cas, qui m'a expliqué à quel point le storyboard était précieux, parce que le bâtiment que vous allez voir tout à l'heure dans le film n'existe pas. La séquence, vous la regarderez en ayant une petite pensée émue pour moi. Cette séquence, le bâtiment n'existe pas, c'est un terrain vague. Ils ont tourné sur un terrain vague, ils ont amené les comédiens. Et donc, il fallait premièrement l'effondrement comme ça de ce bâtiment
qui s'écroule de manière verticale comme ça. Donc tout ça, ça a été déterminé en prépa, en discutant avec Ladj et avec Julien Poupard, le chef op. Et ensuite, il y a l'arrivée de la fumée qui arrive vers la caméra comme ça et qui enveloppe les personnages. Donc je ne vais pas plus loin parce que je ne veux pas me faire engueuler, spoiler le film. Mais la fumée en effets spéciaux, en VFX, est très très compliquée à reproduire. C'est l'enfer, ouais. Et on nous demande dans le chat pourquoi est-ce qu'il y a 2 cases blanches. Parce que on s'en fout. On s'en fout pour faire joli. C'est-à-dire, c'est ma mise en page. En fait, mes planches, c'est comme ça que je présente mes boards, ce sont des feuilles A4. Donc là, vous avez 3 feuilles A4 sur lesquelles je dessine 3 images. Et il y a 2 cases blanches parce que c'est une nouvelle feuille A4. Sans doute parce que c'est une histoire de montage. On m'a fait retirer des images, on m'a fait redessiner des trucs qui apparaissent sur d'autres plans. Donc c'est un détail. Comment tu communiques avec Ladji là-dessus? Du coup, il te dessine, fait des croquis, lui, ou il t'explique juste on parle. Vous parlez juste. Il y a plusieurs manières de travailler. Par exemple, avec Coralie Farja pour son prochain film, elle était à Los Angeles, je crois, et elle me parlait. Je dessinais en live. Donc je partageais mon écran, je dessinais pendant qu'elle me parlait. C'était un exercice un peu périlleux, un peu compliqué, parce que moi j'ai pas un cerveau assez rapide, j'ai une intelligence tout à fait relative, et donc du coup c'est archi compliqué, mais ça peut être comme ça. Là, je prenais des notes, donc j'avais Ladj qui était très grand face à moi, au bout de la pièce, et qui gesticulait dans tous les sens, qui n'arrêtait pas de circuler, etc. À côté de moi, Julien Poupard qui est très très calme, et on posait les cadres. Et en fait, je prends des notes. On m'explique la scène, on raconte l'énergie et on trouve des cadres et je prends des notes et je peux revenir après avec des questions, etc. Mais il y avait ce moment très précis de l'effondrement de l'immeuble. Donc c'était comment amener les 2 personnages de Abby et Blaze qui viennent vers la foule avec le maire, etc. Et comment raconter l'avant, comment raconter l'après. Après, avec des plans qui étaient très déterminés et déterminants, donc, qui sont l'effondrement de cet immeuble, qui lui a été créé par les effets spéciaux grâce au board. Donc mon storyboard après part aux effets spéciaux et il s'appuie sur mon storyboard pour créer les images. L'expérience dont tu parles sur Coralie Farja, mais ça me fait penser, j'avais vu un truc, c'était John Woo qui préparait les storyboards, qui était avec son storyboarder pour Broken Arrow, je me souviens de ça. Et John Woo qui était dans le petit bureau que lui avait alloué la production et qui sautait partout, littéralement. C'est ça. Et qui disait, ouais, alors là, le mec, il tire comme ça avec son anglais qui est quand même un petit peu compliqué, quoi. Et t'avais le storyboarder qui était en train de le suivre en essayant de griffonner le truc. Ça m'est arrivé. C'est-à-dire que le storyboarder, effectivement, on est dessinateur, enfin, je suis une dessinatrice. Mais on est aussi, c'est là où c'est compliqué, c'est que dans la mesure du moment, la minute où on pénètre dans la pièce avec un réalisateur, on est immergé, on est complètement encadré par l'univers du réalisateur. Donc c'est tout autant de rencontres que d'univers différents. Donc c'est pour ça aussi que j'adore ce métier. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Donc on rentre vraiment dans un univers. Et donc il y a ceux qui ne parlent pas. Olivier Dahan, avec qui j'ai travaillé plusieurs fois, ne parle pas. Voilà, il ne communique, il dit 3 mots. Si j'ai 3 mots dans la journée, je suis gagnante. Mais lui, il dessine par contre. Il dessine un peu, mais en l'occurrence, pour les pubs sur lesquelles j'ai bossé avec lui, il ne parle pas, il ne dessine pas. Donc j'étais là, ma putain, démerdon zizich. Je suis rentrée à la maison, démerdon zizich. Et j'ai fait mes dessins et des croquis, etc. Mais sinon, effectivement, les réalisateurs qui sautent partout, qui jouent la scène. Donc vous jouez avec eux. Et j'avais participé à un podcast il n'y a pas très longtemps où j'évoquais ça et qui était partagé par plusieurs autres storyboarders qui disaient qu'un storyboarder peut être aussi acteur, peut être aussi scénariste, parce qu'on se rencontre en fait en lisant le scénario que certaines lignes de scénar ne marchent pas forcément. Ce qui va marcher en dessin ne marche pas forcément à l'écrit, et aussi de jouer la scène. Et donc de se lever et de gesticuler, c'est souvent beaucoup plus efficace. Et donc c'est là où nous on rame comme des chiens. On est là avec nos petits post-it et nos crayons à dessiner derrière le gars qui court partout, qui descend les escaliers, etc. Et qui souvent n'est pas forcément très clair parce qu'il a son univers. Moi je me souviens d'un mec, lapsus, d'un réalisateur qui me disait bon là le mec il fait ça, puis l'autre mec il fait ça, puis l'autre mec était là. J'étais là, stop, on arrête tout. Tu me fais des A, des B et des C et tu détermines qui est qui. Et en parlant de ABC, on a des planches d'ailleurs de fin ABC. Est-ce que la régie peut nous les mettre, s'il vous plaît? Mais c'est vrai que parfois les... Ah d'accord, c'est la suite de la scène. Voilà, alors ABC, en fait, c'est une numérotation qui est un petit peu propre au langage du storyboard et qui est partagée par plusieurs d'entre nous, c'est-à-dire qu'il y a un seul plan. Et donc, moi, j'ai dessiné plusieurs vignettes pour montrer toute l'évolution de l'action, donc l'effondrement de l'immeuble. Mais en fait, ABC, tout simplement parce que la caméra ne coupe pas. C'est un seul et même plan. Mais ça détermine justement les différentes étapes. Donc là, on est sur un plan séquence en soi. En fait, c'est un plan séquence, absolument. Voilà. Et cette séquence qui a sauté, que vous ne verrez pas dans le film, qui a été... non, qui n'a pas été tournée. Parce qu'on peut aussi storyboarder des séquences qui ne sont pas tournées. Comment est-ce que tu indiques que c'est un plan séquence au dessin? Je vois des...
tu vois, puis Oui. t'as la carte. Ouais, là c'est un peu confus parce qu'effectivement c'est 3 planches les unes à côté des autres, c'est qu'une seule planche. Mais en général, je lis mes images par des flèches Ok. et je lis mes images les unes aux autres et on montre que c'est un plan séquence. Ou alors je dessine un seul décor et je place mes vignettes par-dessus pour vous montrer un mouvement de caméra. On a une question dans le chat. Comment on imagine l'effondrement de l'immeuble? Avec des indications, ce sont des mots et qui viennent du réalisateur et du chef opérateur ou du chef opérateur seul, etc. Ce sont des explications, c'est-à-dire que je rentre dans l'univers de quelqu'un qui me parle et qui me dit bah voilà, j'aimerais placer ma caméra là. Après, c'est mon métier de comprendre la narration, le scénario et la géométrie dans l'espace. C'est-à-dire qu'un réalisateur qui va me dire le mec va tourner autour, va me faire un travelling latéral ou va passer de gauche à droite, c'est mon métier de comprendre la géométrie dans l'espace. Ils te parlent des focales aussi, par exemple. Ils te disent ça va être plutôt une focale. D'accord. Ok, ouais. Parce que ça a un impact sur ton dessin, quoi. Voilà. Pas avoir la même proximité. Voilà, ce qui fait de moi une dessinatrice un peu particulière et ce qui fait du storyboarder un dessinateur un peu particulier. C'est que tu comprends ça, en fait, le Oui, langage c'est comme ça. cinématographique. Mais j'étais assistante mise en scène. Ah, d'accord. Ça m'aide énormément dans mon métier. Ouais, bien sûr. Et j'ai été assistante 10 ans avant, donc j'ai une autre vie avant de devenir storyboarder. Et en fait, je peux publier les acteurs, enfin, par les acteurs. Alors, même expérience, même expérience. Et 10 ans sur les plateaux, j'étais cuite, j'étais crevée. Moi, je ne sais qu'un an. Et voilà, mais j'aime beaucoup d'admiration pour les acteurs. Mais voilà, j'étais fatiguée comme assistante mise en scène. Et ça rapporte énormément parce que je connais le plateau. Oui. Et donc, quand un réalisateur me parle de sa problématique de plateau, je sais de quoi il me parle. Mais ça m'apporte énormément. C'est un métier qui n'est pas forcément très connu du grand public et qui a un impact énorme, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des storyboarders qui ont vraiment un impact fondamental sur le film sur lequel ils ont travaillé. L'exemple le plus connu, je pense, que j'ai en tête, là, c'est Joe Johnston, qui avait été démarché par George Lucas sur les Star Wars. Et c'est Joe Johnston qui a storyboardé la quasi-totalité, en fait, des scènes de bataille. Et c'est lui, en fait, qui définissait les plans, etc. Et Joe Johnston est devenu réalisateur ensuite. Hein, il a chez Tracy Big Boss, tout ça. Et, mais on voit beaucoup, on voit ici aussi beaucoup. Alors ça, c'est une autre facette de votre métier qui est un peu différente, mais dans le cinéma d'animation, et notamment au Japon, quoi. C'est-à-dire que Satoshi Kon a beaucoup travaillé dans le storyboard avant de devenir lui-même réalisateur, était lui-même storyboarder de ses films. Voilà, c'est un métier bizarre. Désolée, hein, mais on manque un peu de temps. Du coup, on n'aura pas forcément le temps de voir tout ce qu'on voulait voir. Les autres. On va juste mettre, voilà, on va demander à la régie de nous afficher quand même les autres storyboards. Donc Delphine nous a donné aussi des storyboards du film Marinette qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Oui. Est-ce que la régie peut nous afficher ça? Voilà. Ça, on prend 2 petites minutes pour en parler, puis après on prendra des questions. Préparez-vous. Alors là, c'est encore autre chose. C'est pas tant les effets spéciaux. Ça, c'était toutes les séquences de foot. Parce que parlant de Marinette Pichon, qui était une grande championne de foot, qui a marqué son époque. Et en fait, le film est un biopic. C'était le premier biopic en France, je crois, d'une grande championne française. Donc, je vous invite à aller le voir. Et en fait, il fallait storyboarder les séquences de foot parce qu'il fallait rapporter de la dramaturgie dans les séquences de foot. Donc, moi, j'ai eu un moment de solitude parce que je déteste le foot et je n'y connais absolument rien. Donc, je me suis sentie un peu seule, mais j'ai été très bien entourée par le chef opérateur Xavier Doléan et par le premier assistant mise en scène qui étaient des fans de foot. Et donc, du coup, ça a été absolument génial parce qu'on racontait un match, mais il fallait apporter du cinéma dans le match. Et donc, du coup, il fallait storyboarder ça pour apporter de la dramaturgie. C'est comme une scène d'action, là, en l'occurrence. C'est une scène d'action. Ouais. Et on approchait ces séquences comme de l'action. Donc, c'était vraiment monter des choses, faire vraiment monter la sauce dans les séquences et vraiment faut aussi que tu aies des notions de mise en scène. Faut pas casser l'axe. Il y avait des notions de mise en scène, donc techniquement, il fallait pas se gourer non plus. Donc, c'était un exercice un peu périlleux pour moi. Mais j'ai absolument adoré. Et la bonne nouvelle, c'est que je comprends enfin le foot. C'est pas pour ça que je regarde du foot, mais en tous les cas, j'ai enfin compris pourquoi ces mecs couraient après un ballon connement, quoi. Et le foot étant connu quand même comme le sport impossible à mettre en scène au cinéma, quoi. Il y a très peu de bons films de foot. Il y a une dramaturgie extraordinaire. Shaolin Soccer, Il y a une dramaturgie extraordinaire au foot. C'est-à-dire que moi, j'ai 2 enragés à la maison, c'est-à-dire un mari et un fils, et ils sont dans des états pas possibles. Donc maintenant, je comprends pourquoi mon mec et mon fils sont dans des états pas possibles quand ils regardent un match. Parce qu'il y a une dramaturgie extraordinaire. On va prendre des questions. Ansel, est-ce que vous avez des questions? Levez la main. Oui, allez-y. Je vais répéter la question. Vous inquiétez pas pour le live. Alors, quel était le niveau en dessin avant la transition assistante mise en scène storyboardeuse? Ouais, pas très bon. Je suis autodidacte en dessin. J'ai jamais appris à dessiner. Et en fait, j'ai toute ma vie entendu que le dessin n'était pas un métier.
Et donc, du coup, moi, j'ai pas dessiné, j'ai pas appris à dessiner. J'ai fait des études d'histoire, j'ai une maîtrise d'histoire, donc rien à voir avec la choucroute. Mais j'aimais le cinéma. Donc après, je suis devenue assistante mise en scène. Et après, j'ai arrêté et je me suis mise au dessin à 33 ans. En fait, je dessinais petite fille, mais j'ai complètement arrêté. Mais j'avais le dessin en moi. Donc, j'avais une maman dessinatrice, donc ça vient pas de nulle part. Mais vraiment, je dessinais comme une quiche. Et j'ai rencontré mon agent, comme une quiche. J'avais des notions de focale, de cinéma, etc. Et j'adorais ça. Et mon agent m'a mise le pied à l'étrier en disant, tu te démerdes, tu as 6 mois pour atteindre le niveau. Donc pendant 6 mois, j'ai bossé comme une tarée. Et c'était ça ou rien, c'est le sens que j'ai trouvé à ma vie. Donc je me suis débrouillée pour atteindre le niveau requis. Mais comme je suis autodidacte, je vois toutes les erreurs et j'ai beaucoup de lacunes. Que je comble sans doute par la réactivité du boulot. Donc un autre storyboard de Notre-Dame, c'est ça? Et ça, c'est Notre-Dame, la part du feu. Donc il y a eu 2 films sortis au sujet de l'incendie qui a eu lieu à Notre-Dame. Il y a eu le film de Jean-Jacques Hano. Il y a une série pour Netflix réalisée par Hervé Admar et c'était ça. Donc ça, c'est très technique. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt de regarder en tant que tel, mais ça raconte la chute de la flèche. Et c'était très technique et pour le coup, que effets spéciaux. Il fallait storyboarder ça pour les effets spéciaux. Parce que là, c'est que du CGI, c'est que de la 3D. Mais il fallait présenter ça aux effets spéciaux. Il faut savoir que chaque plan en 3D, ça coûte une fortune. Donc, faut pas se dire, tiens, la flèche, je vais la faire tomber là. Ah non, je vais la faire tomber là. Tu peux pas, en fait, c'est pas possible. Puis c'est le temps de calculer avec les ordinateurs, c'est l'enfer. Donc, tu peux pas, effectivement. Exactement. Et du coup, tu collabores avec des gens comme Cédric Fayol dans ce genre de contexte. Oui, que j'ai pas connu, parce que Cédric Fayol, on s'est connu bien plus tard. Ah, d'accord. Mais en tous les cas, sur un film d'horreur qui va sortir l'année prochaine, un film de Xavier Jeance. Là, j'étais en collaboration étroite avec le superviseur des effets spéciaux, parce que la requin, mais je n'ai pas le droit d'en dire plus, parce que le film est... je pense que les gens le savent, maintenant ils ont communiqué dessus, c'est des requins dans la scène, voilà. Mais je pouvais pas... Je le connais, Xavier. Donc j'avais des actions très précises à dessiner pour les prévises. Il est chouette, Xavier, en plus. Alors malheureusement, on a vraiment beaucoup de retard aujourd'hui, du coup on va devoir s'arrêter là, mais merci beaucoup Delphine. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était génial. Personnellement, j'avais jamais vu des storyboards comme ça, en tout cas pas des storyboards pro comme ça. Donc ça m'a fait super plaisir de voir ça. Et donc on va passer à la suite. Merci à Delphine, qui sera encore là d'ailleurs à l'apéro, elle m'a dit. Donc si vous voulez lui parler, profitez-en. Ça sert à ça d'être en salle. Vous avez l'occasion de parler à nos invités, ça c'est génial. Donc passons à notre streamer invité, Julien Josselin, qui est ici. Bonjour. Bonjour. Alors moi je suis très heureuse, comme je l'ai dit. On l'applaudit pas. On l'applaudit. Attendez, merde. Regardez ça quand même. T'es gentil. Non, mais c'est le seul qu'on n'applaudit pas parce que t'as pas besoin, en fait, on te connaît trop. Tu me définis comme streamer, je crois que je suis le streamer le moins actif dans ce cas, parce que je crois que la dernière fois c'était il y a 1 an et demi, mais j'ai été streamer fut un temps. Écoute, j'ai envie de te dire, moi j'ai relancé ma chaîne il y a 1 semaine après 1 an et demi d'arrêt. Tu es beaucoup plus streameuse que moi du coup. Pas tant que ça, finalement, pas tant que ça. Mais en tout cas, tu es notre streamer invité pour aujourd'hui. Okay. Et donc, tu es, attention, la bio, vidéaste, web, comédien, scénariste, musicien, producteur et réalisateur. Et breton. Et streamer donc du coup. Et streamer. Donc ça fait quand même beaucoup de casquettes. Ouais. Neurochirurgien. Oui, mais j'ai arrêté. Il y avait trop de... Est-ce que tu es politologue? De quoi, pardon? Est-ce que tu es politologue? Politologue, ouais. C'est des jokes pour les gens qui suivent Screen Spirit, mais c'est pas grave si vous l'avez pas, je vais me en remettre. Voilà, le running gag de Screen Spirit, parce que Usul se définit comme politologue, donc c'était un peu le running gag de la dernière émission. Je vais me renseigner et devenir politologue, donc. Voilà, politologue, tu peux te définir politologue sans aucune étude. Ouais, très bien. Voilà. Ouais, je vais échanger. Est-ce que tu es politologue? Maintenant, oui. Maintenant, oui. Voilà. Soyez tous politologues. Ah là là. Et donc, tu es un ancien, alors est-ce que c'est toujours ancien d'ailleurs, de Studio Bagel? Alors moi j'étais plus Golden Moustache, mais j'ai participé aussi à Bagel. Enfin tout ça c'était assez lié, donc du coup j'ai participé aussi à ça. Et du coup oui, j'ai jamais vraiment fait partie de Bagel, mais qui du coup continue. Moustache en revanche c'est fini. Ouais. Enfin Golden Moustache, c'est vrai que ça s'appelait Moustache, ce serait bizarre. Mais quoique Golden Moustache ça n'a aucun sens non plus, je sais pas pourquoi j'essaie de justifier ce nom. Mais oui, Golden Moustache ça n'existe plus vraiment, même si là récemment ils ont essayé de supprimer la chaîne, tout le monde a gueulé, ils l'ont remise, donc du coup je crois qu'ils veulent faire des trucs, donc je sais pas ce qu'ils vont faire. Mais oui, du coup ancien puisque ça n'existe plus, mais oui, je faisais des sketchs à l'époque pour M6, effectivement, ça s'appelait Golden Moustache, ouais. Et tu fais partie du groupe Suricat formé avec Raphaël Descraques et Vincent Tyrell, Tout à fait. Tu peux dire Tyrell si tu veux. Tyrell, effectivement, parce t'as joué Game of Thrones un peu. Ouais. Exactement. La meilleure famille, les Tyrell. Je suis désolée, même s'ils sont tous morts. Oh, et le spoil. Du coup, avec Flaubert. Ça va, le spoil, c'est fini quand même. C'est fini. Les gens pleurent dans la salle. Et donc, tu es aussi streamer sur Twitch.
Enfin, il y a un an et demi, tu étais streamer sur Twitch. Je pense, ouais, et donc même tu 2 avais ans. l'émission à Skip. Ouais, et on a fini d'ailleurs ici. On avait Exactement. fait notre finale au Club de l'Étoile, effectivement, de Donc saison t'es un 3. connaisseur de la salle, ici c'est ton terre-terre quoi. Ouais, je suis tranquille. Et je t'en parlais juste avant, moi je suis deg parce que là ils ont rallongé la salle. Et nous vraiment on était sur 1 mètre comme ça, si vous voulez voir les images. On était vraiment sur la toute petite estrade comme ça et on essayait de s'en sortir. Toi, tu avais bravo au Europa club, Cinéma. c'est vraiment pas mal ça. Ouais, c'est ça donne envie, j'avoue. Et bien ce soir, du coup, on va te faire un petit carte blanche. Un Let's petit go. jingle. Ah non. Même eux, ils avaient oublié. En panique. C'est toujours un plaisir. Avec ce bruit de fusée. Là. Ah, j'adore. Ah, on adore. Alors, on va te faire un petit portrait chinois. Oui, on a mis carte blanche parce qu'on a la flemme de changer les jingles, ok? Laissez-nous tranquilles. Et donc, on va faire un petit portrait chinois des films de ta vie. Est-ce que tu es prêt? Ouais, on m'a envoyé des questions, j'ai répondu, je crois que je me souviens à peu près des réponses. Regardez comment il spoil notre fakeitude là. De quoi? Pourquoi? Ah, on est censé faire comme si on improvisait? Pardon, j'ai rien prévu. Oh là là. Je sais pas du tout ce qui va se passer. Non, mais t'inquiète pas. De toute façon, ça va se voir dès qu'on va mettre les affiches. Donc, oui, voilà, c'est ça, les gens. Voilà. Mais on aurait pu faire genre quand même. Pardon. Voilà. C'est pas grave, Je le prends pas personnellement. Des noms de films à donner, j'ai aucun contrôle, c'est pas du tout une carte blanche, ce qui se passe. Non, c'est pas j'ai pas choisi les films. Donc on va commencer par un film qui t'a marqué enfant. Oui, effectivement. Et, putain, je suis vraiment en train de réviser. Je suis en train de me dire, attends, qu'est-ce que je leur ai envoyé pour parce que sinon ils vont pas afficher la bonne affiche et tout. Ouais, je vous ai dit Brain Dead parce que Brain Dead, ça m'a vraiment marqué enfant. Enfant? Ouais. À quel âge? Non mais c'est ça qui est fou. Donc pour les gens qui connaissent pas, Brain Dead, c'est un film de Peter Jackson. C'est un de ses premiers, c'est son 3e, je crois, film. C'est ça. Je crois que c'est quand même le record du plus grand nombre de litres de sang. D'hémoglobine, ouais. Stuart Gordon l'avait vu et il était dégoûté parce que Stuart Gordon, c'est le réalisateur de Animator et qui avait lui-même un score qui avait eu un record comme ça auparavant. Et quand il l'avait vu, Brandon, a priori, il était dégoûté. C'est très sanglant, mais le sang a un côté ketchup dedans qui fait que ça fait un peu série B qui est rigolo. C'est du cartoon surtout, c'est ça. C'est ça, c'est une comédie d'horreur que moi j'aime beaucoup et vraiment l'âge d'or de Peter Jackson pour moi. Et en fait, ce film, j'ai eu un rapport à ce film très particulier parce qu'en fait, j'ai vu quelques scènes trop jeunes, effectivement, parce que c'est quand même un film d'horreur avec des scènes quel âge franchement, j'avais, je sais pas, 10 ans, je pense, un truc comme ça. Ça passe. Ouais, parce qu'il y a un côté ah non, mais ça m'a folklorique. créé une vraie fascination. En fait, en VF. En fait, oui, c'était VF. En fait, j'avais mon cousin. Au nom du Saint-Père, je vous batte le cul. Alors, la VF est sublime. VF, VO, les deux sont sublimes si vous voulez regarder Brain Dead. C'est un film vraiment sublime que j'adore. Mais que tu peux pas trop voir maintenant. Mais oui, je sais pas, effectivement. Moi, j'ai mes petits DVD et tout à la maison. J'ai des trucs italiens parce que c'est pas vraiment bien réédité. Alors, c'est compliqué, donc, mais j'ai quand même mon petit DVD et tout. Parce que Peter Jackson a les droits, qu'il est en train de faire des remasters avec plein de bonus, mais il le fait pas. C'est comme le Abyss de Cameron en fait. Voilà. Peter Jackson, il annonce à peu près tous les remasters de tous ses films et pour l'instant, il n'y en a aucun qui sort. Mais donc oui, non, parce que évidemment, il y a Bad Taste aussi qui est sublime. Mais Brain Dead, en fait, j'étais chez mon cousin et j'étais pas censé. Il était avec sa bande de potes, lui, ils étaient ados, tu vois. Ils étaient en train de triper sur un film chelou. Et vraiment, j'ai eu le temps de regarder avant qu'on me dise non, attends, c'est pas un film pour toi, faut pas que tu regardes. J'ai eu le temps de voir la scène où il y a une grand-mère qui va pas très bien dans ce film, pour ceux qui l'ont pas vu. C'est au début du film, ça vous spoil pas grand chose. Et donc elle est en train de manger une soupe avec des invités. Et il se trouve qu'elle est un peu en décomposition, cette dame, et elle perd son oreille dans sa soupe. Et elle, du coup, sans s'en rendre compte, elle se retrouve à manger sa propre oreille. Et vraiment, j'avais 10 ans et j'ai fait qu'est-ce que c'est que ce film? Mais ça m'a pas du tout choqué, ça m'a vraiment donné envie. J'ai dit, mais c'est quoi ce film de baiser? Et du coup, des années après, j'en ai reparlé à mon cousin. Je lui ai dit, c'était quoi le film? S'il te plaît, dis-moi. Je me souviens d'une grand-mère qui mange sa propre oreille et tout. Il m'avait fait Brain Dead et tout. J'ai fait putain, Brain Dead. Et après, pendant encore, je crois, 5 ans, parce que moi je suis un vieux, donc c'était compliqué de trouver des films à l'époque. Maintenant, les gens piratent à fond. Et même à l'époque là, le piratage n'était pas encore très répandu. Et donc du coup j'allais dans toutes les brocantes et à chaque fois je regardais, j'essayais de trouver un truc qui s'appelait Brain Dead et un jour j'ai trouvé la cassette que je garderai à vie. Il y a plusieurs films qui s'appellent Brain Dead, il y a une prod aussi. Il y a une série, je crois, peut-être une série, ça je sais pas. En tout cas moi je suis tombé direct sur le bon, la jaquette est bien dégueulasse, je me suis dit ok c'est bien ça. Le bébé non c'est l'infirmière qui est ignoble. Ah oui, mais elle a le bébé dans les mains non? Elle a peut-être le bébé dans les mains. C'est la fiche qu'on a je crois. C'est celle qu'on a. C'est possible, elle est vraiment même pas Twitch friendly je crois. Mais et donc j'ai dû acheter cette cassette 2 €. Et après je l'ai montré littéralement à tout le monde. Je crois que c'est le film que j'ai jamais vu tout seul. À chaque fois je le montre à quelqu'un qui l'a pas vu. Je dis tu l'as pas vu? Viens on s'assoit, on le regarde. Parce que j'adore voir quelqu'un découvrir ce film. Tellement les gens ont l'impression que ça va s'arrêter à chaque fois. Ils font ah ouais là on est au climax. Et en fait 10 minutes après il y a un truc encore plus fou. Les gens font ah d'accord ce film va aussi loin. Ouais attends ce film va encore si loin. Il faut quand même préciser que c'est plutôt potache. C'est-à-dire qu'en fin de compte
Ça peut, bon, en disant chacun ses limites, mais ça peut se voir. Enfin là, c'est pas si gore et c'est pas si terrible, c'est pas Massacre à la Oui, tronçonneuse. en fait, il y a un côté ketchup, rigolo, mais il y a quand même des vraies prouesses d'animatronique. Des trucs fous, ouais, quoi, c'est dans super. le film. C'est l'équipe, la future équipe du Seigneur des Anneaux. Hein. Ouais. Mais c'est quand même un peu crade, quoi. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai des enfants, je leur montrerai pas, quoi. Et mon plus jeune a 10 ans, tu vois, justement, j'ai pas envie de lui montrer ça Vaut du mieux tout. attendre. Ah ouais, je sais qu'il va être traumatisé, quoi. Mais voilà. Ouais, non, ouais, Ça fait comme toi, l'homme que tu es. Ouais, non, mais et du coup, en vrai, je rêve un jour de faire un film gore comme ça. D'ailleurs, j'ai un pitch depuis peu de temps là. Je me dis peut-être c'est mon mini Brain Dead à moi. Il n'y en a pas en France en plus. Non, et après c'est difficile, je pense, de produire ce genre de film aussi, mais après j'ai très pas envie d'être dur sur à le plateau. tourner, J'ai bof envie d'être sur le plateau, honnêtement. C'est J'ai envie que le film existe. Je pense que ça va être rigolo. Ouais, sur le moment, bon, faut quand même trouver, voilà, faut prendre du recul. Mais non, ouais, Brain Dead, incroyable. Donc si vous avez jamais vu Brain Dead, petit popcorn à la maison, regardez Brain Dead. C'est génial. C'est vrai que c'est très ragoûtant, c'est dégueu comme film, mais même la bébé qui mange son oreille, croyez-nous, c'est drôle. Ouais, comme ça peut l'air très drôle, comme la scène où le bébé se fait malade. J'adore. Ah oui, celle-ci elle est. C'est mis en scène de manière très drôle. Donc pour ceux qui ne voient pas, hein, la voix off, c'est la régie, hein, parce que bien sûr, il a la caméra, mais il se montre pas, mais c'est notre régie qui vous parle, c'est notre voix off. Et t'as un prêtre kickboxer, donc. Ça c'est génial. Au nom du Seigneur, je vous botte le têtes cul, de zombies. effectivement. Mais c'est pas un film stupide non plus. C'est ce que je trouve pas du très tout, bien, non, c'est qu'il c'est a vrai. il a un côté très psychose dans son fond. Et en vrai, même les moments les plus chelous ont un sens aussi par rapport à tout ce qui est raconté. Pour l'anecdote, c'est le premier film qu'il a vraiment coécrit avec Fran Walsh, qui est sa femme et qui est devenue en fait la co-scénariste de Heavenly Creatures, évidemment des Seigneurs des Anneaux, etc. Là, de King Kong. Et c'est elle en fait entre guillemets la lettrée, enfin je sais pas comment le dire quoi, mais en tout cas c'est elle qui a rajouté tout ce fond, cette espèce de complexe oedipien traité à travers ce grand guignolesque absolument incroyable qui finit même un peu avec un monstre géant. Je te spoil, mais c'est juste pour te donner envie. Faut que tu vois. Mais alors moi je suis pas du tout film d'horreur, franchement. Le premier pas film horreur, que j'ai vu, c'était un autre film chose. d'araignée justement. On en parlera peut-être tout après. Mais le premier film que j'ai vu, c'était à 12 ans. C'était un film d'araignée. J'ai flippé ma race et j'ai jamais regardé de film d'horreur. Et il faut que j'aille voir des films d'horreur avec des gens marrants qui me font des blagues, sinon j'y arrive pas. Il n'y a pas d'araignée dans Brain Dead. Alors, je suis désolée. Il y a uniquement un rat dégueulasse. Animé par Peter mais non, Jackson. Pas les rats, c'est encore pire. Bon, je suis désolée, on va devoir couper la moitié de tes films parce que on est trop en retard. Je te l'ai fait très vite. Je te l'ai fait très vite. Je dis rien. Ouais, vas-y. Ok, on fait une question. Voilà, c'est ça. On n'a pas. Vas-y, refais le carte blanche là pour faire le bruit. Non, mais on perd du temps. Ah, désolé, j'ai perdu la régie. Ok, on y va. Vous êtes prêts ? Ça marche presque, c'est presque Combini. Ça marche presque Combini. On le fait vraiment en mode je te fais la question, tu fais le film, on monte l'affiche, c'est fini. Ok ? Alors, le film qui réveille tes plus grandes peurs. Je me souviens plus ce que je t'ai dit. Tu sais plus ce que tu m'as dit ? Ah oui, si, je t'ai dit un nanar, j'ai dû te dire vivre pour survivre. Parce que faire un mauvais film, c'est quand même, ça fait peur. Un film de Robert Lindsay. Même si Okay. Jean-Marie Palardi. Sublime film. C'est génial. Ok. Et pas du tout de Robert Lindsay en plus, qu'est-ce que je raconte, c'est de Palardi, Jean-Marie Palardi. C'est parce que j'ai vu le Fred nom, tu vois, moi je suis pas très douée avec les affiches. Avoir la VHS à la maison, c'est important aussi. C'est le nanar des nanars. Et on va reparler de VHS juste après d'ailleurs. Très bien. Le film culte que tu n'as jamais vu. Brésil, effectivement. Voilà. Et ne me dites rien. Je ne veux rien savoir. Ça tombe bien, je ne veux rien savoir. On va pas avoir le temps à la fin. Je sens que je vais l'adorer. J'ai le même. C'est vrai? Le film culte que t'as jamais vu? Jamais vu. Eh bien, écoutez, on est trois à table parce que moi je l'ai pas vu. Eh ben, on se le met après là. Après Baptiste. Allez, on se fait une séance. On se fait une projo. La prochaine, Julien Josselin et Brésil. Ok. Et la dernière question, ta séance de cinéma la plus marquante? Qu'est-ce que je t'ai dit? J'ai oublié. Ah oui, c'était mon film, je crois. Je t'ai dit. Il oublie son propre film quand même, c'est incroyable. Quand on a projeté. Bah ouais, désolé, c'est un peu égocentrique, mais si je veux te répondre premier degré, c'est ça. Quand on a projeté la première fois Les Dissociés à Paris, c'était juste trop émouvant. Voilà, donc le film que tu as réalisé avec Raphaël Descraques, si je ne me trompe pas. Enfin, oui, c'est le crédit est compliqué parce qu'on l'a réalisé ensemble, mais en même temps pas vraiment. Donc, mais oui. Voilà. Et est-ce qu'il y a eu du storyboard sur Les Dissociés? Oh là oui, avec des bonhommes dégueulasses qu'on a fait nous quoi. Ouais, les storyboards du pauvre. Mais bien sûr, on est obligé souvent de passer par ça et c'est pas le genre de truc que tu publies quoi. C'est des trucs que tu restes bien chez toi, mais tu les retrouves, tu fais ah la vache. Comment on arrive à comprendre ce qu'on voulait faire? On pourrait pas avoir une petite exclue pour nous, pour les réseaux sociaux? Je pourrais peut-être. Oh ouais, je pense que je dois avoir des petits trucs, mais ouais, on peut retrouver des trucs. On veut voir. Là en ce moment, je fais de la BD. Moi, je fais des storyboards pour aussi essayer de m'expliquer des fois avec la dessinatrice. C'est bien dégueulasse, mais je sens que je m'améliore un peu. Mais vous avez... Non, je sais pas pourquoi je dis ça, je vais vous envoyer, c'est ignoble, vous allez voir. Tu fais des nez maintenant. Je fais des nez, oui, c'est ça, de temps en temps je fais des nez. Une BD d'ailleurs sur un bonhomme trousse.
Alors là, c'est pas la BD sur laquelle je bosse en ce moment, C'est parce pas que celle-là. Trousse Boy c'est fini pour l'instant. Mais effectivement, on a fait Trousse Boy, on a fait 2 tomes du super-héros Trousse, qui est une blague qui allait beaucoup trop loin. Je suis un peu spécialiste des blagues qui s'arrêtent pas. Mais plus la blague est conne et plus tu la pousses au bout, c'est peut-être mon côté brain dead, tu vois, en moi, plus ça me bute de rire. Donc effectivement, on a fait un vrai comics de super-héros assez sérieux sur un super-héros Trousse qui se coupe avec une trousse et qui donc son ADN du coup fusionne avec une trousse. Donc il a des pouvoirs trousse. Il y a des pouvoirs trousse. Et ça vient d'ailleurs d'une de tes vidéos où tu parlais Ça d'un bonhomme vient d'une- trousse. Ouais, ça vient Parce que d'une- tu as fait un reel et que j'ai pas du tout été revoir les vidéos. Hein. Vous inquiétez pas, je suis pas une grosse fan non plus, on se calme. Hein. J'ai juste vu ton reel, ok. Je t'en voudrais pas non plus. Je Hein, suis pas c'est une grave. stalkeuse. Je te déteste, vraiment, je te déteste. Non mais en attendant, tu me suis sur Twitch alors. C'est vrai, voilà. et j'attends de voir les lives du coup. Eh ben, on verra. Regarde, t'en vois un là. C'est vrai, C'est pas je le vois mien. le premier. Je suis une fausse Marie Palot, mais quand même. Mais oui, non, Mais quand Trousse Boy, même. c'est une vieille blague effectivement que j'ai fait il y a 10 ou 15 ans. On avait fait, oh là là, à l'époque c'était la sortie dans Ant-Man, on disait c'est fou quand même de faire un super-héros fourmi, enfin même si ça existait avant le film, mais... Et on se disait, ah, ils vont aller où? Ils vont faire Trousse Boy. Et après, on s'est vraiment pris au jeu malheureusement. Et on s'est dit, ça serait rigolo quand même, parce que si le méchant c'est l'effaceur, il efface les gens, ah c'est marrant quand même que toute la trousse soit magique, ah mais ça fait un peu comme Jumanji, c'est rigolo. Et bref, et après tu te retrouves à faire 2 BD chez Glénat. Et Bah comme quoi, tu vois. Ouais. Ça On a vient failli quelque faire une part, série hein, d'animation d'être là. youtubeur. Heureusement, finalement, ça se fait pas. J'ai dit non, là, faut arrêter, ça va trop loin. Ok, et ben merci beaucoup Julien pour toutes ces Merci à vous. recommandations. J'ai Et pas parlé de Retour à le recommandations, futur. Mon film d'ailleurs. préféré c'est Retour à le futur, j'ai oublié de le dire. Et on passe au Focus Univers Ciné. Jingle. Oh, il était prêt. Magnifique. Alors aujourd'hui, c'est moi qui vous présente le Focus Univers Ciné à la place de Marie. Pour rappel, le Focus Univers Ciné, c'est bien évidemment un partenariat avec Univers Ciné. Et je vous invite, attention, à gagner des abonnements pour Univers Ciné dans le chat. Et c'est parti. Vous avez à taper point d'exclamation abo dans le chat pour gagner 3 mois d'abonnement à la plateforme. Allez-y. Et donc on va vous parler, enfin je vais vous parler du film I Like Movies, qui est un film de Chandler Levac, c'est un film canadien, qui est défini par Univers Ciné comme un croisement génial entre Soyez sympa, rembobiné et Clerks. Ce qui est pas faux, hein. Sûrement, mais je les ai pas vus. Ah, J'avoue, d'accord, ok. voilà, encore des films que j'ai pas vus. Vous allez vous dire, mais cette fille n'a rien vu en fait, hein, concrètement. Voilà, donc c'est le premier long métrage de la réalisatrice. C'est un scénario qui est hautement biographique et qui est inspiré de sa propre expérience de travail dans un blockbuster vidéo. Donc quand on parlait de VHS, tu vois, on n'est pas loin. Bon, Pas là mal. c'est des vidéos DVD, mais ça passe, tu vois. Et donc c'est un film qui parle. Donc le pitch, c'est Lawrence Crater, un cinéphile solitaire de 17 ans. Trouve un emploi dans un vidéoclub où il noue une amitié avec sa directrice plus âgée. Donc ça, c'est vraiment le pitch, une phrase, quoi. Pour moi, c'est une véritable ode à la nostalgie cinématographique, parce que c'est un cinéphile, hein, c'est un ado de 17 ans qui adore le cinéma, qui se définit que par le cinéma finalement. Et d'ailleurs, le cinéma, c'est quelque chose qui lui permet de passer au-delà d'un traumatisme dans sa vie, notamment familiale. Et je trouve que voilà, c'est une ode à la nostalgie cinématographique pour les personnes qui n'ont pas connu cette époque aussi. Parce que moi, par exemple, j'ai pas du tout connu les vidéoclubs. Hein, voilà, je suis trop jeune. Mais voilà, et donc et c'est vraiment comment je m'imagine les vidéoclubs, c'est ce film, quoi. C'est exactement ça. Ouais, ça c'était aux États-Unis, hein, parce que Oui, les aux blockbusters, États-Unis. on n'avait pas vraiment l'équivalent en France, à part Mm. dans les banlieues de grosses villes ou des trucs comme ça, quoi. Mais Ouais. ils ont tourné dans un blockbuster désaffecté, quoi. C'est surtout un film c'est un teen movie, quoi. Enfin, moi, Oui, c'est c'est comme un ça que teen j'ai movie. pris, c'est un coming Après, of age, en fait, ce qu'ils disent. Lawrence, du coup, c'est un ado qui est super cinéphile, et surtout, c'est un ado qui est imbuvable. Est-ce que vous voyez, je sais pas s'il y en a qui ont fait des études de ciné ou des choses comme ça, ou qui ont eu cet ado dans sa classe, qui adore le cinéma, qui te name drop tous les réalisateurs et qui te dit non mais de toute façon moi je connais tout donc je suis mieux. Enfin voilà, c'est exactement ça. Et pourtant en fait on arrive à s'attacher à ce personnage-là parce qu'en fait il a des problèmes dans sa vie qui sont enfin voilà universels, hein, des problèmes avec sa famille, des problèmes avec ses amis, et surtout être accepté dans son école, la NYU pour le cinéma, là, le département des arts, donc à la New York University. Et donc toute sa vie, c'est d'être accepté à la NYU, et s'il l'est pas, sa vie est terminée. Moi, j'ai connu ça, hein, franchement. Les SAT, je m'en rappelle, merci. Voilà. Donc je vous spoil, mais enfin spoil pas le film, je vous spoil votre vie. Si jamais vous attendez d'être pris dans une école, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Voilà. Donc voilà, c'est un super film, enfin, en tout cas que moi j'ai adoré. Est-ce qu'on nous a mis l'affiche? Je ne sais pas, j'ai pas vu. Si, on l'a vu, ouais. On l'a vu, voilà. Et donc c'est un film qui est vraiment très émouvant, et on arrive à s'attacher à un personnage qui est pourtant à la base un personnage vraiment imbuvable, et qui est d'ailleurs compris comme ça par ses proches, etc. Et voilà. Mais pour moi, c'est vraiment... même le lien avec cette manager du vidéoclub, parce que ça parle aussi beaucoup de genre, entre les privilèges de genre, et justement, à un moment, il dit que lui, il ne se sent pas privilégié. Enfin, voilà, c'est un film qui est vraiment beau.
C'est et que le je cœur vous conseille. émotionnel du film, ça, non? Oui, c'est un peu le... Bah pas que, parce la que relation ça entre- intervient plusieurs fois, avec aussi la jeune fille qui veut faire du montage avec lui sur leur film d'école, etc. Enfin voilà, donc c'est un film que je vous conseille. Mais est-ce que et c'est pas le genre de film qui sort jamais en France, ça? Genre, eh ben, Non, c'est un ça- film exclusif à Univers Ciné. À Univers Ciné, ouais. Voilà. Ok, d'accord, ok, stylé. C'est sorti au Canada, ça n'a pas du tout fonctionné, quoi. Je sais pas si c'est sorti aux États-Unis. Ok, Et du parce que coup, j'ai vu qu'il y avait Univers une Ciné l'a projo il y a pas récupéré et longtemps, j'ai raté ça, il y avait, je sais plus, un festival, un truc, et il passait, j'ai vu. Mais effectivement, trop bien, ok, s'il y a moyen de le voir. Parce que moi, je suis souvent frustré de ce genre de petits films indés comme ça que j'ai envie de voir, et au final, ça ne sort jamais. Faut aller après. Ou alors sur les plateformes, quelquefois maintenant, mais. Je t'ai interrompu pour aucune raison. C'est pas grave. Bah, tu peux C'est continuer. pour ça, on est sur Twitch, on est là pour ça. Alors du coup, on va arrêter la tombola et on va voir qui sont les gagnants des 5 abonnements Univers Ciné. Et donc nous avons le Condensage, bravo, 3 mois d'abonnement à Univers Ciné. Mathmaker, qui a déjà gagné la semaine dernière, je crois d'ailleurs. Agatec. Let's go. L'Auvergnat Relou, 3 mois d'abonnement. J'espère que t'inventes tous ces blazes. Non, j'invente pas. Attends, il faut apprécier les blazes, ok. Et Léa AMRC, bravo, félicitations, 5 mois d'abonnement. 3 mois, pardon, je me trompe. 3 mois d'abonnement à Univers Ciné pour ces 5 personnes. 6 pour celui qui avait déjà gagné la dernière Oui, fois. alors, je sais pas s'il avait gagné ça ou s'il avait gagné le quiz, mais il saura nous dire. Alors malheureusement, je pourrais pas être aussi efficace que la semaine dernière et vous envoyer tout de suite vos codes parce que je suis là en fait. Donc ça va attendre un petit peu, mais ne vous inquiétez pas, j'ai la liste, tout va bien. Alors, on passe à la suite. Alors que je me retrouve là-dedans. Tac, tac, tac. Oui, je gère tout en même temps. C'est compliqué, On peut c'est peut-être compliqué. chanter une chanson. faire Non, un non, truc c'est comme bon, ça, c'est faire bon. une blague. Et donc, on va passer à l'OFNI. Allons-y pour le jingle. Magnifique, magnifique. Et donc, l'OFNI sur le film Vermine de Sébastien Vanitschek. J'espère que je dis bien ton nom. Et je t'invite à nous rejoindre. Tu peux te mettre là, comme tu veux. C'est bon, t'es bien. Et bienvenue. On est très heureux de te recevoir et de parler bravo. de ton film Vermine. T'as de la chance, toi. Hein. Tu sais, les autres réals, ils n'ont pas eu autant d'applaudissements. Ok, cool. Et on va peut-être d'abord se mettre la bande-annonce, hein, histoire qu'on soit bien dans l'ambiance. Je l'ai vu. Tu l'as fait. Pas mal, hein. Wesh. Sorti une vraie bande-annonce en photo, ça fait. D'accord. En faux, c'est sorti la vraie. Ah ouais, mais c'était faux. Voilà, technique. C'est bien allons-y en Amermat, c'est un dévoyé. Dévoyé. Je sais pas, qu'est-ce que vous faites du coup, Pavillon? Excusez-moi, je ne pas. Non, mais c'est. Alors, je l'attaque du coup. Vas-y, attaque. Bah écoute, moi c'est un film qui m'a fait hyper plaisir. En fait, j'étais dans un magazine qui s'appelle Manbise au début des années 2000. Après le succès du Pacte des loups de Christophe Gans, il y a eu une espèce d'engouement de la part des financiers pour faire plein de films de genre. Et on voyait toujours des films de genre. Enfin, moi j'en ai beaucoup couvert et tout. Il y avait toujours des films hyper intéressants et des exceptions, mais la majeure partie, c'est des films qui n'avaient pas le cœur placé au bon endroit. J'ai envie de dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'ils regardaient un peu le genre en se pinçant le nez, ou alors ils investissaient des environnements qui leur appartenaient pas, tu sentais qu'ils étaient un peu étrangers à ça, etc. Et là, il y a un truc qui se passe quand même. C'est-à-dire que en l'espace de quelques mois, on a une Mars Express, on a Garçon doit mourir, et on a Vermine, et ça fait... Un mec comme moi, en fait, ça fait des années que j'ai pris le cinéaste là-dessus, c'est devenu un marronnier, hein, pour quand tu es journaliste cinéma, en fait, d'attendre ça. Et ça fait hyper plaisir. Déjà,
tu fais du cinéma avec la banlieue. C'est-à-dire qu'à la fois, tu l'investis, tu la montes telle qu'elle est, et en même temps, tu t'excuses pas, quoi. Y a, par exemple, la photo, elle est super belle, quoi. Il y a des couleurs partout qui pètent, avec des filtres et tout. Et ça fait vraiment, vraiment hyper plaisir. C'est un vrai putain de film de monstres, quoi. Il y a des monstres, quoi. Moi, j'en ai marre, en fait, d'avoir des trucs où les mecs qui disent on va faire un film de monstres, il n'y aura pas trop de monstres, et puis on va le montrer juste au dernier plan, etc. Non, il y en a plein. Et c'est trop cool, et puis tu vas vraiment loin avec ça, et puis il y a vraiment des scènes horrifiques et tout. Et en même temps, il y a des personnages qui sont attachants. T'es à la fois, c'est comme un vrai film de genre, quoi. C'est-à-dire, à la fois, t'hésites pas à aller dans certains archétypes, mais pour finalement faire ressortir tout à coup un truc, un cœur émotionnel inattendu chez les persos et tout. Bref, moi, ça m'a fait trop plaisir, Germine. Vraiment, voilà. Merci beaucoup. C'était l'objectif. Et en plus de tout ce que dit Julien, bravo. Enfin, je trouve ça super, vraiment. Et en plus de ce que dit Julien, c'est remarquablement écrit, je trouve. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que bon, au niveau mise en scène et tout, voilà, tu l'as bien dit, pas de souci. Mais en plus de ça, moi, j'ai eu vraiment un plaisir hyper enfantin, adolescent, de retrouver un peu ces expositions à la film catastrophe, un peu, presque, où on nous présente des personnages secondaires de manière hyper anecdotique comme ça au début, tu vois, parce que voilà, il y a la femme de ménage, il y a le qui est un super perso, il y a le postier, machin. Je ne sais pas qu'elle fait autant d'effets. Et on pense qu'on va pas les revoir parce que voilà, c'est des personnages qu'on voit dans leur quotidien, dans leur vie habituelle. Et en fin de compte, évidemment, on va les revoir parce qu'ils vont tous avoir leur propre rapport à la menace, leur propre rapport à la menace et tout ça. Et puis des petites choses, je sais pas, à un moment donné, au début, il y a une boisson, un jus d'orange, je crois, qui tombe. Il y a un petit jus qui coule d'une poubelle et c'est un peu dégueulasse. En fait, ça sert à rien d'un point de vue scénaristique. Ça sert à rien, c'est vrai. Et en fait, ça joue tout. C'est-à-dire que c'est des petites choses comme ça, des petits détails qui font qu'on est quand même mis dans une position de malaise et d'insécurité et d'un petit truc un peu visqueux. Et on ne sait pas encore pourquoi, mais je crois en tant que spectateur, ça a un rôle sous-jacent, quoi. Voilà. Sans même parler de la relation que je spoilerai pas évidemment des personnages principaux entre eux, qui se dévoilent au fur et à mesure et qui est hyper forte. Donc voilà, franchement, comme Julien, j'ai une certaine affection pour le cinéma de genre et quand on en trouve un, ça fait plaisir, quoi. Donc bravo. Super. Et je sais pas combien a coûté le film. Alors pour moi, ça a été la grande question parce que MacGuff, le boulot qu'a fait MacGuff sur les effets spéciaux, c'est assez dingue, quoi. La qualité là de ce qu'ils t'ont livré, c'est ouf. Mais même en fait au niveau de l'action, des trucs, parce que moi c'était le trop chaud, c'est-à-dire que je me retrouvais face à des gens qui me disaient mais j'ai que ça et j'ai pu faire que ça, tu vois. Ça se passe que dans cet environnement-là. Et toi, on va pas spoiler, quoi. Mais par exemple, vous aurez droit à un 3e acte. Mais c'est presque du blockbuster, quoi. Ça pète partout, il y a plein de mecs et tout, c'est trop bien, quoi. Donc voilà, c'était mon autre question. Déjà, combien ça a coûté et comment tu t'en sors? Parce que j'imagine que ça n'a pas coûté non plus des fortunes, quoi. Non, on a eu un budget qui est normal, surtout si on enlève la partie effets spéciaux, qui est toujours une partie assez costaud. Le film au total est aux alentours de 4 millions, et du coup on enlève une belle partie effets spéciaux. Je me retrouve avec les moyens du bord comme tous les réals qui font leur premier film. La seule chance que j'ai, c'est de bosser avec la même équipe depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années. On a fait plein de courts-métrages, dont un qu'on avait diffusé ici d'ailleurs il y a longtemps. Et du coup, en fait, on a les armes entre guillemets, c'est-à-dire que mon meilleur pote est cascadeur, donc du coup, c'est vrai que quand je lui ai dit notre salle de jeu c'est Sparking, voilà, j'ai quelques bagnoles, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on avait le 3e acte, enfin toute la partie action, du parking, c'est enfin en tout cas voiture, c'est une journée. Oh putain. On n'a pas plus, mais en fait, on sait un peu faire, on sait se trouver, on sait. Voilà, pour la lumière, c'est pareil. Le FOP, Alex Jamin, ça fait longtemps qu'on bosse ensemble, donc du coup, on sait communiquer. Ça parlait de storyboard tout à l'heure. Moi, je storyboard moi-même les trucs, donc du coup, je peux tout de suite montrer aux équipes. Bon, je vais faire ça. On peut. Ce qui met des bâtons dans les roues au cinéma sur un tournage, c'est les problèmes. Il y a plein de problèmes qui arrivent. Le matin, on arrive sur le plateau, il y a 15 problèmes à gérer. Et en fait, il faut celui qui saura le mieux les anticiper fera le plus d'images possible. Donc du coup, grâce à mes équipes, on arrive à très vite gérer le problème puisqu'on se connaît très bien, quoi. C'est un peu ça qui nous a permis de faire un peu plus avec les moyens normaux, on va dire, d'un film normal, quoi. Parce que tu as combien de jours de tournage du coup avec 4-5? On a une trentaine de jours. Ouais, ça après plus l'intro désert qu'on a au Maroc, ouais. D'accord. Okay. Donc c'est très peu, 30 jours, faut que vous ayez conscience que avec le week-end, quoi. Ouais, ah oui. Ouais. Et à 30 jours en fait un film américain moyen, c'est quoi? C'est 60 jours, c'est au moins 2 mois, voilà. Et quand on est Guillermo del Toro, par exemple, et qu'on n'utilise pas de seconde équipe, lui, il tourne 120 jours, et ça, c'est vraiment beaucoup, quoi. Mais donc, 30 jours, c'est vraiment pas beaucoup, ça file très vite, quoi. Tu dois faire rentrer beaucoup de gens.
Et d'un point de vue pratique, les araignées, c'est un mélange de vrai, de CGI, de... Ouais, on avait 250 vraies araignées avec lesquelles on a tourné. Ouais. Ils ont le même effet, ouais. J'en ai ramené quelques-unes. Cool, gars. Sous son bonnet. Non, c'était évident qu'il fallait tourner avec des vrais dans un premier temps, parce que peu de budget, et puis en même temps, j'avais envie de choper le max de vrais. Voilà, on s'attaquait à... T'as utilisé une race spéciale? Ouais, Théropoda maxima, c'est une espèce vraiment particulière. Je voulais pas s'ouvrir dans le truc nanardesque de la mygale et de la tarentule qu'on a pas vu avec ces beaux bois là, Brionours. En fait, c'est un film de les araignées sont un monstre qui a une très mauvaise réputation dans le cinéma. C'est plutôt nanardesque, c'est plutôt riche de CLB. C'est sympa, ça m'a. Si je m'attaquais à ça, en tout cas, il fallait que je nettoie un peu tout ce truc-là. J'avais fait de manière assez réaliste à travers les capsules, c'est beaucoup, mais quand on m'arrivait vraiment au monstre nous-mêmes, l'araignée, il fallait que je la traite de manière assez réaliste. Et vous voulez une espèce qui est quand même un peu impressionnante, une belle Heteropoda maxima, ça qui est une main, quoi. Ouais. Et me baser sur quelque chose qu'on connaissait un peu, parce que c'est quand même morphologiquement un truc qu'on peut trouver entre guillemets dans sa salle de bain en plus petit. Oui, ça fait penser un peu aux faux choses, enfin, c'est quand même génère aussi. En Europe, c'est un peu ça, ouais. Sans virer dans le truc poilu à grosse patte qui se bat. On a d'ailleurs une question dans le chat sur les araignées. Donc il y a Renard Sauvage qui nous demande, dans le film, Jordi, donc un des personnages, si c'est une espèce d'araignée qui n'est pas l'hétéropodia, est-ce que c'est une espèce fictive? Alors non, il ne cite pas l'hétéropoda, il cite soit le platyma, soit les diplopodés, donc parce qu'en fait, Caleb, notre personnage principal, a voulu créer sa propre ménagerie, donc en fait c'est un amoureux des petites bêtes, donc du coup il y a plein d'insectes dans sa chambre, et Jordi, son ancien meilleur pote, du coup cite un petit peu les blazes latins de chaque espèce. Ça parle pas d'araignée avant notre araignée alpha du film. Pourquoi les araignées du coup? Et en fait, de base, on me pose souvent la question, c'est hyper déceptif. Je pourrais faire prévenir, je pars avec une révélation qui m'a soufflé le pitch. Déjà, je te passe spoiler le film, donc c'est d'abord le parallèle que je veux faire entre les cartonnats avec Mercy Station et les araignées, la vermine. Oui, voilà. D'accord, bien sûr. C'est un peu ce parallèle-là, mais c'était surtout l'envie de faire un gros film de divertissement en France. Je l'ai fait un peu comme si j'allais pas en faire derrière, mais où je voulais absolument tout mettre. Je veux voir en salle, être super généreux, être fun, que les gens passent un super moment dans la salle. Et ça se sent, ça. Ouais. Quel meilleur monstre que l'araignée, quoi, qui fait flipper sans d'être français. On a une bande-annonce version censurée qui devrait sortir la semaine prochaine pour toutes ces personnes. C'est un peu marrant d'avoir ce truc-là, qu'il y ait des gens qui peuvent même pas regarder. Je sais pas, je trouve ça cool d'avoir un film au cinéma qui te provoque et qui te dit tu peux pas aller le voir. Et il y a un truc un peu de saut en parachute et de se dire on va y aller, on va quand même essayer d'aller en groupe et tout. C'est ce que j'ai essayé de créer. Franchement, moi, pour une personne qui déteste les araignées, parce que le premier film d'horreur, je disais tout à l'heure, c'est un film d'araignée que j'ai vu, et j'étais jeune et ça m'a traumatisée. J'ai vu ton film et franchement j'ai adoré. J'ai eu super peur mais j'ai adoré. Trop cool. Et accessoirement bon titre parce que sans en dire trop, les vermines sont peut-être pas celles qu'on croit, quoi. Oui, tout à fait. C'est un peu aussi on a fait une affiche teaser aussi qui est sortie en même temps que le teaser vidéo là, qui révélait aussi un petit peu la double connotation de ce titre-là. Julien, un avis sur Vermine? Vous avez tout dit. Moi, j'ai eu la chance de le voir en avant-première aussi, et les gens ont bien flippé leur mère. Et non, ouais, vous avez tout dit. Moi, j'ai trouvé ça sublime. Après, j'ai l'impression de pas être très objectif. Il y a mon poteau Jérémiel qui joue dedans. Il y a Flaubert qui a coécrit, qui a un poteau aussi. Mais quand même, objectivement, c'est trop bien. Malgré tout, j'ai le sentiment d'être objectif quand même, parce que j'ai trouvé ça vraiment fou, trop bien, hyper ambitieux. Comme vous avez dit, par rapport au budget que vous aviez et tout, c'est vraiment dingue. Il y a des plans que tu as fait qui sont fous, quoi. Enfin, il y a vraiment des plans où tu dis ah ouais, ça se fait plaisir, quoi. Genre, ça, voilà. Donc, ouais, non, je pense qu'on a beaucoup de chance de pouvoir voir ce film-là, du coup, bientôt, avant qu'on se fasse voler par les ricains, là, ce gars qui est bourré de talent, c'est sûr. Et donc, non, ouais, non, franchement, allez-y, ça fait plaisir, comme tu disais, d'avoir du genre qui est vraiment traité avec respect, comme tu l'as fait. Et avec générosité, c'est vraiment les mots-clés, je pense, que vous avez donnés. Ouais. Et qui s'adresse au grand public, en fait. Vraiment, je pense qu'il s'adresse aussi aux personnages que tu traites aussi dans le film, quoi. C'est ça qui m'a plu, quoi. C'est super, ça. C'est trop bien. Et la question que je me pose aussi, on parle de storyboard, de mise en scène, évidemment. Là, en l'occurrence, il y a pas mal de défis. Il y a le huis clos, il y a ces bêtes qui sont
souvent, c'est des bêtes sombres dans un environnement sombre. Enfin, j'imagine qu'il y a eu pas mal de questionnements comme ça, de mise en scène, voire de défis. Comment t'as abordé le truc? Ouais, carrément. Mais c'est aussi un premier film, donc on y va avec toute l'envie du monde. Il y a aussi même dès le financement, en fait, il y a plein de gens à convaincre. Donc du coup, moi, pour convaincre, je fais des dossiers. Et donc là, Vermine, c'est 150 pages de dessins, de moodboard, de présentation de personnages, de costumes, de tout ce que je pouvais faire, parce que je savais que personne n'allait miser sur un réal qui a fait que des courts-métrages dans son coin avec ses potes, dont pas mal avec Jérôme, justement, qui ont permis à Vermine de voir le jour. Personne ne mise sur toi, donc du coup, faut mettre bouchée double pour convaincre. Et après, une fois que tu te retrouves à avoir la chance de pouvoir le faire, faut pas décevoir, quoi. C'est-à-dire que voilà, on a mis la barre assez haute sur la promesse de divertissement. On parle de film de monstres et voilà, effectivement, comme tu disais, quoi, j'ai envie de faire un film de monstre. On voit le monstre. J'ai pas envie de dire voilà, c'est des chauves-souris. On envoie une pauvre petite qui tremble à la fin. Et voilà, donc j'ai un film d'araignée. Il faut qu'on voit les araignées. Donc j'essaye de le faire le max avec des vrais pour économiser du budget. Et puis après, on parle avec Mike Goff qui a été hyper investi dans le projet aussi. Et avec mes équipes, voilà, une envie de cinéma aussi, envie de faire des plans, envie d'utiliser un peu de machinerie. Donc voilà, pas mal d'essais caméra, beaucoup de travail avec les comédiens, beaucoup de travail en amont en fait. Et une fois qu'on arrive sur les 30 jours, c'est un peu la ligne droite, c'est un gros sprint. Mais tout ce qu'il y a eu avant, c'est du travail qui est pas vraiment compté, qui est pas vraiment, qui est pas tout le temps payé, puisque bon, moi je travaille vraiment nuit et jour et le week-end, enfin je comptais pas. Voilà, pour arriver vraiment le plus près possible avec ma team et faire le max possible, que de la prépa. D'ailleurs, en parlant de la team, on a une petite question dans les chats de Agathe qui nous demande: les acteurs n'avaient pas peur des araignées? Si, bon, on a eu pas mal d'anecdotes marrantes. Les acteurs, voilà, sans vouloir être vraiment complètement cliché, on avait les deux filles étaient très terrifiées. On a opéré une petite rencontre avec notre animalier qui du coup elle leur a présenté les araignées, comment elles se comportaient. Elles ont mis du temps à en prendre une dans la main, mais elles ont fini par le faire. Parce que, pour comprendre en fait pourquoi on a peur d'une araignée, qu'est-ce qui se passe, parce que quand on en a une dans la main, on se rend compte que c'est vraiment extrêmement fragile. C'est ce que j'allais te dire, moi. Tu les as pas, au contraire, comment tu les gères en fait, ces bestiaux-là? Parce que avec les scènes que t'en as flingué. Non, surtout pas, en fait, parce que c'est le propos du film aussi. Bien sûr, évidemment. Un film qui parle beaucoup de protection animale, c'est un enjeu qui est très important pour moi. Donc c'est vrai que c'était hyper important de les traiter quasi mieux que nos acteurs parfois, vu ce qu'ils ont donné sur le plateau. Mais honnêtement, on sent l'amour pour les araignées, c'est vrai. Ouais, complètement. Il y a plein d'anecdotes. Il y en a qui se sont échappés sur le plateau. On est obligé de s'arrêter pendant 20 minutes parce que si elles se planquent quelque part, on va pas marcher parce qu'on risquerait d'en écraser une. Donc du coup, tout s'arrête. Donc du coup, les filles étaient un petit peu flippées au début, puis ça progressivement, elles ont appris à connaître le bestiau et le dernier jour, elles les prenaient dans la main. Il y a aucun problème, elles sont complètement soignées. On a eu une assistante cam qui a dû se faire hypnotiser pour pouvoir faire le film. L'assistante cam, elle fait le point pour que l'image soit nette. Donc du coup, elle avait les araignées vraiment sur le combo devant elle, donc c'était important qu'elle puisse les regarder quand même. Et du coup, non, elle s'est fait sa petite séance d'hypnose, ça a pas mal marché. Et après, rencontre avec l'animalier, pareil. Et en fait, c'est vraiment tout le message du film. C'est pas spoiler que de dire ça, mais voilà, pour pas avoir peur des choses, il faut juste les comprendre. Et puis c'est ce qui s'est passé pour toute l'équipe en fait. Et malheureusement, on va devoir finir là-dessus parce que 20 minutes, ça passe super vite. Par contre, Caleb dans le film, il vend des Nike. Ouais. Et donc ce soir, on vous fait gagner une paire de TN Vermine. Et ça se passe maintenant. Tapez c'est comment? Moi je vais participer. Point d'exclamation TN dans le chat pour gagner votre paire de TN édition limitée. C'est celle-là là du coup parce que oui, c'est l'édition limitée avec l'araignée dedans. C'est une TN, mais c'est pas celle-là. C'est une TN avec des toiles d'araignée qui brillent dans la nuit et tout. C'est chaud. C'est chaud. Et il me semble qu'il y a un petit truc attaché avec le titre et tout ouais, ça. Ouais. Trop stylé. Bon là on l'a pas parce que enfin voilà, là c'est un peu ma faute, j'ai oublié de donner à la régie la chose, mais vous pouvez le voir sur Instagram et sur Twitter, on les a postés pour le giveaway, donc voilà, et ne vous inquiétez pas pour les tailles, elles vont être faites sur mesure pour vous, donc ne vous inquiétez pas, faites-le, participez. Et nous on peut pas participer du coup, non, c'est pas... J'ai envie de te dire, c'est anonyme Twitch, si t'as un pseudo qui se reconnaît pas, personne ne le saura, voilà. En tout cas, merci beaucoup Sébastien. Bravo encore. Franchement, bravo. Ça fait tellement plaisir, quoi, vraiment. Merci beaucoup.
plaisir. Voilà, donc on t'invite soit à rester pour l'émission si tu as rien d'autre, et puis on a un apéro bientôt. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci à toi. Et donc vous avez encore la tombola qui dure encore pour 2 minutes 58. Donc voilà, n'hésitez pas, TN, point d'exclamation TN dans le chat. Malheureusement, on va devoir zapper l'actu ciné parce qu'on est vraiment trop en retard. Donc je vais vous faire ça très très vite. Donc vous avez le livre de Choi Ark, un livre sur Choi Ark qui sort aux éditions Omake, qui est un livre sur le réalisateur hongkongais très très prolifique et figure majeure du cinéma hongkongais. Juste un mot, je peux dire juste un mot, s'il te plaît ? Un mot très rapide. Juste. Non mais en fait, il y a très peu. Choi Ark, c'est un des plus grands réalisateurs vivants. Allez, on y va carrément. Voilà, c'est un grand cinéaste. Il y a très peu de choses finalement sur Choi Ark. C'est vachement difficile. C'est-à-dire que il y avait un numéro des Cahiers du cinéma qui était paru au début des années 80 avec en couverture Zou, les guerriers de la montagne magique. Et il y avait une interview de Choi Ark dedans, et après il y a eu HK Magazine, qui était un magazine lancé par Christophe Gans dans les années 90 et qui avait fait un numéro avec une filmo commentée qui était génial. Donc il n'y a pas grand chose, alors que le cinéaste il a une carrière de folie, qu'il est hyper important, et le bouquin c'est une somme. Je crois qu'il a fait plus de 100 interviews en fait dedans, dont Choi Ark, mais aussi ses collaborateurs, il y a John Woo et tout, c'est ahurissant. Et c'est une espèce de grande filmo commentée, c'est blindé d'anecdotes, c'est plus d'anecdotes que de la pure analyse de ce que j'ai lu, j'ai pas encore tout lu, mais c'est formidable. Voilà. Et c'était très rapide. Et donc, il y a aussi, donc il y aura pas, ce sera pas aussi rapide sur le reste, enfin ce sera plus rapide sur le reste. Donc vous avez du 6 au 12 décembre le 12e Paris International Fantastic Film Festival, et il y aura une avant-première de Vermine. Oui. Et il y a une dédicace du livre de Choi Ark. Donc voilà, on a piqué toute leur prog. Donc je vous mets ça aussi dans le chat si jamais ça vous intéresse. Le festival est du 6 au 12 décembre. Et il y a Godzilla Minus One. Et il y a Godzilla Minus One qui était une autre actu, la sortie de Godzilla Minus One. Ouais, désolé, je passe très vite sur les vôtres. Malheureusement, on n'a pas le temps. Il y a aussi l'œuvre de Steven Spielberg du cinématographeur qui est sortie. Donc n'hésitez pas, j'ai pas tous les liens malheureusement. Et Axel avait comme actu le livre Laisse le flingue, prends les canaux livres, je te laisse dire un petit mot. Voilà, montre-le. Oh, comme ça. Un tout petit mot. Ouais, non, c'est juste une énorme somme sur la fabrication du parrain, le premier. Donc c'est hyper impressionnant, voilà, c'est à la manière anglo-saxonne, à savoir 100-150 interviews. Et donc c'est bourré d'histoires, d'anecdotes, mais pas que des anecdotes, aussi du fond. Et donc à la manière dont la mafia raconte l'Amérique, le parrain raconte aussi le cinéma. Donc en fait, c'est pas qu'un livre sur le parrain, évidemment, c'est aussi un livre sur le cinéma hollywoodien des années 70. Donc voilà, c'est une période clé en plus. Une période clé, évidemment, donc le début de Coppola. Et donc on apprend comment Mario Puzo, qui avait écrit le roman, a pu se battre avec Sinatra, qui était très mécontent d'un personnage dont il aurait été inspiré. On peut voir comment Costa Gavras était un des premiers choix et a finalement refusé, comment Peckinpah aurait adoré faire le film. Et je m'arrête à peu près là parce qu'il se trouve que j'ai pas terminé le livre et que je suis au moment où le tournage commence. Donc voilà. Donc mais ça va être la grosse merde. Je te dis juste ça va être la grosse merde. Mais ouais, non, franchement. Et puis c'est bien écrit accessoirement, donc voilà. Et voilà, donc c'était les actus ciné très très rapides et on va fermer la tombola. Attention, c'est parti. Et le gagnant c'est moi. C'est moi, les TN. Et ouais, Mélo-chan, félicitations, bravo. Qui gagne donc une paire de TN édition limitée du film Vermine qui sort en salle le 27 décembre si je me trompe pas. Faut les mettre, hein. Voilà, il faut les mettre. Et comme je l'ai dit, on n'est pas du tout esprit de Noël. Voilà. Si, voilà. C'est un film de Noël. Alors du coup, on va passer au dernier événement de ce live qui est quand même important, il faut le dire, et c'est le quiz, bien évidemment, le quiz de Screen Spirit. Et la régie est sur le titre. Voilà. Hop. Pardon, je peux pas empêcher ça. Et ça va se lancer. Donc pour rappel, pour participer au quiz, il vous suffit d'appuyer sur le petit bouton Quiz Kit. Donc si vous êtes sur mobile, c'est là où il y a écrit chat, vous avez un bouton Quiz Kit, vous appuyez dessus. Pour que ça prenne votre pseudo, il faut cliquer sur les 3 petits points et accepter que ça prenne votre pseudo. Et pour ceux qui sont sur Twitch, là, vous avez QuizKit qui s'affiche parce qu'on est devenus les pros de la technologie QuizKit. Mais pour pouvoir participer, il faut aussi cliquer sur le petit onglet qui est normalement sur la droite du stream. Et pareil, vous activez pour que ça prenne votre pseudo. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ? C'est pas trop la joie, là. Hein. Alors attends, parce que moi je vois plus le chat. Alors, la première question, attendez, il faut que je me retrouve là-dedans, parce que c'est plein de fenêtres qui s'ouvrent.
La première question, c'est une question pour la salle. Donc, c'est-à-dire que vous devez lever la main le plus vite possible et répondre à la question. De toute façon, Ok. ça va aller vite. Hein. Vous pouvez crier. Vous avez le droit de crier. Ok, ça va aller très très vite. Et on gagne. Pour la première question, la salle va gagner une exo pour aller voir le film Conan en salle et un mug Screen Spirit. Parce que ça y est, on a des goodies maintenant. On rigole plus. Eh, je me la raconte ou pas? Allez, c'est parti. On commence. C'est parti. En 1986, dans un film de David Cronenberg, voilà, Jeff Goldblum se transforme en scarabée, scolopendre, mouche, moustique tigre. C'est Mademoiselle. Alors, c'est laquelle? Mouche. C'est donc Mademoiselle qui gagne le premier prix en salle, donc une exo pour Conan et un mug. Félicitations. Et on va voir ce que en pense le chat. Ouais. Oui, pour Conan, c'est une. Là, il en reste que 2. Bah oui, bah voilà. Chacun son tour quand même, enfin. Regardez-le là. Donc on attend, on va voir ce qu'en pensent les viewers sur Twitch qui gagne. Ah bah tout le monde l'a eu. Félicitations, c'était facile. Est-ce que vous l'aviez? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, moi je me souvenais, je savais que c'était un scolopendre. Ouais, je m'étais dit, voilà. Ouais, Est-ce que ça tu l'as vu quand t'étais petit et... C'est un de mes... Non, je l'ai découvert tardivement, mais c'est un de mes films préférés, honnêtement. Je le trouve sublime. Très belle histoire d'amour, pareil. Ouais, c'est vrai. Exactement, j'allais le dire. Ça, c'est clair. On dirait que ça parle à d'un la fin, à cancéreux. chaque fois, je pleure. Parce que... bref. Et en plus, c'est vraiment ensemble dans la vie, d'ailleurs. Bah oui, Gina Davis et à partir de Jeff ce Goldblum. film, ouais. Et on oublie que c'est drôle. Quand je l'ai revu il y a pas si longtemps, je me suis dit, c'est vrai, non mais c'est vrai, c'est drôle. Goldblum, son personnage dedans, il a de l'humour et ce qui lui arrive en fait, il fait des blagues en fait. Ils sont dans une espèce de cynisme Oui, c'est ça, désespéré, exactement. en plus, avec une séquence culte en VHS justement, on y revient. En VHS, attention. Allez, question suivante. C'est une question pour Twitch. Donc, c'est le viewer qui répondra le plus vite qui gagnera. Et donc, dans Le silence des agneaux de Jonathan Demme, j'espère que je le dis bien, quel insecte le tueur en série place-t-il dans la gorge de ses victimes? Donc, un papillon sphinx, une libellule, une coccinelle ou une sauterelle? Ne spoile pas la salle. Alors, la salle, on ne spoile pas, on attend. Désolé, c'est la question Twitch. Voilà, attention, ça arrive. Vous avez chacun une question, en fait. Parce que comme ça, nous, on donne des cadeaux à tout le monde, on est trop généreux. Alors, QuizKid prend son temps. C'est ça le classique que j'ai pas vu aussi. Eh ben moi, je l'ai vu. C'est ça le classique que j'ai pas vu. Celui-là, aussi. je l'ai C'est vu. vrai? Ouais. Oh. Mais c'est bien, Allez. il en reste Ah à non, voir. c'est pas possible. Il en reste à voir, Oui, tu c'est vois. trop Il faut bien. regarder un peu. Mais alors là, Et par donc, contre, c'est c'était- un des films les plus terrifiants que j'ai jamais vu, moi, hein, Le silence des agneaux. J'aurais dû le voir à 10 Vraiment, ans, hein. tu crois? C'est Ah ouais, non mais laisse tomber, tu peux bien pas plus là. dérangeant que Brain Dead. Ah ouais, non mais c'est vraiment un film hyper malaisant, enfin c'est terrible. Ouais, il faut qu'on Ah passe. bon, sur la d'accord, suite. ok. Désolé. Bon, Et d'accord, donc, d'accord, c'est d'accord. le papillon sphinx. Et qui a gagné? Attention, c'est Matt Maker qui a gagné avec 19 342 points, parce qu'ici, il y a beaucoup de points. Donc, Matt Maker, envoie-nous un MP pour gagner tes 2 exos pour aller voir Bâtiment 5 en salle. Félicitations. Question suivante. Alors, dans quel film de Hayao Miyazaki l'humanité doit survivre face à des champignons toxiques et des insectes géants? Julien Josselin, quel film Il tu faut que je préfères réponde. chez Miyazaki? Les champignons géants, attends. Alors, c'est Mademoiselle. Vas-y. Bah oui. C'est Nausicaa. Est-ce que c'est des Nausicaa? champignons. Moi je me souviens que des. Oui, c'est Nausicaa. Bah oui, Félicitations. Moi je me souviens que des ah oui, les insectes, oui, du coup. Bah si, Voilà. au début, Les tu sais, champignons. elle est dans le truc Nausicaa. avec Oui, son les masque insectes, ouais, et mais tout. les champignons. Donc, Mais si, au tu début, gagnes le masque, 2 places ok. pour Bâtiment 5 pour aller le voir. Bon, bah, du coup, tu les donneras à quelqu'un d'autre. Mais non, attends, pardon, je dis n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle raconte? Tu gagnes. Je suis perdue. Si, c'est ça, tu gagnes 2 places pour aller voir Bâtiment 5 et une casquette Screen Spirit. Attention. Ça Avec les change. TN, ça commence à faire. Ça un commence sacré avec beaucoup bagage. de goodies là quand même. Attention, c'est votre ennemi maintenant. Hein. Allez, question suivante. Alors, reveal answer. QuizKid, c'est toujours un peu long. Mais du coup, il y a quand même des gens qui l'avaient pas. Voilà. On se concentre, ça va être pour le chat. Les champignons, ouais, je me souviens pas du tout, c'est pour ça. J'aurais bugué. Et ben voilà. Allez, question suivante donc pour Twitch. Et c'est pareil, sur Twitch, vous gagnez des exos pour aller voir Bâtiment 5 en salle. Et donc la question suivante, c'est parti. Maintenant. Un seul de ces films n'a pas été tourné en banlieue parisienne. Est-ce que c'est Les Nuits de la pleine lune de Eric Romer, Le Théorème d'Archimède de Mehdi Charef, Chouf de Karim Dridi ou Buffet froid de Bertrand Blier? Alors celle-là, elle est difficile. Hein. Moi, personnellement, j'ai vu aucun des films, donc ça commence bien. Plus dur d'un coup là. Il faut voir Buffet froid. Hein, J'ai vu il y a pas longtemps Buffet froid. Honnêtement, ils sont. super. J'ai pas vu Chouf, mais les 3 autres sont bien. Qu'en pense le chat? C'est parti.
Ah, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'avait. C'était Chouf de Karim Dridi et on va bientôt dur, savoir. hein. C'était dur. Bah moi j'ai vu aucun des films déjà donc j'aurais pas pu répondre. Voilà. C'était la question dure. Après normalement ça va mieux. Et donc qui a gagné pour cette question, c'est Léa AMRC. Félicitations, tu gagnes 2 places pour aller voir Bâtiment 5 en salle. Magnifique. Et là on attend Quiz Kit. Tac. Question suivante. Et donc, c'est une question salle où vous allez gagner 2 exos pour Bâtiment 5 et un mug. Et donc, en 2021 et 2022 sont sortis un film et une série sur un groupe de rap légendaire de la scène française. Il s'agit de... C'est monsieur ici. Alors de NTM, évidemment. Désolé, Twitch. on vous spoil. Avec Théo Christine qui est dans Avec Vermine, Théo Christine, d'ailleurs. Exactement. Il gagne tout. Laissez des cadeaux pour les autres, enfin. Et donc, les réponses, c'était PNL, IAM, Supreme NTM ou Big Flo et Oli. Et j'avoue que je connais que Big Flo et Oli. Voilà. Je suis pas non plus rap, en fait. De quoi? Attends, sur tout ça? Ouais, dans tout ça. Wow, ouais. faut qu'on s'arrête non, un peu là. Non, mais après, je les connais de nom. Mais je les écoute même, pas. faut qu'on arrête. Bon, là, on prend faut en parler quand même, là. Pour aller allez-y. Le temps que ça révèle la question. Je suis pas un expert du tout, mais trop bien. T'as plein de choses à découvrir qui sont incroyables. Là. Moi, je suis pas très rap. Déjà juste là, c'est chambé. Et la série est vraiment top, hein, je trouve. Moi, j'ai vu que le film, ouais. J'ai pas vu le film. J'ai trouvé le film bien. Donc très bien. C'est génial. Moi, je l'ai pas vu ça pour le coup. Ouais. Moi, j'ai vu Brésil, messieurs. C'est pas vrai. Excusez-nous. Allez, la dernière question. Donc, la question pour Twitch et donc 2 exos pour Bâtiment 5 à gagner. Donc, c'est parti. Dans quel film, je commence avant le truc, dans quel film un groupe de lycéens de banlieue répète les jeux de l'amour et du hasard de Marivaux? Alors celle-là aussi, elle est un peu difficile. Chacun a eu sa question dure. Pas trop en fait, Twitch, ils ont eu toutes les questions dures. Mais c'est plus facile pour eux. Parce qu'ils peuvent tricher, ils ont Internet. Et donc on a L'Esquive d'Abdelatif Kechiche, Bande de filles de Céline Sciamma, Banlieue 13 écrit par Luc Besson et Bac Nord de Cédric Jiménez. Pourquoi Banlieue 13 écrit par Luc Besson? Eh ben écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est la seule fois où le scénariste est mis en lumière. Je sais pas. Écoute, c'est pas moi qui écris les questions, j'avoue. C'est bien une chose que je fais pas. C'est pas moi qui écris les questions. Vous demanderez à Olivier Forest qui est là. Voilà, celui qui vous donne les cadeaux. Bah oui alors, Olivier. Et donc la réponse, c'était L'Esquive d'Abdelatif Kechiche. Et on va dire que la moitié l'avait quand même. Ah oui, c'est ça. Allez, on va bientôt savoir qui a gagné. Et voilà les résultats finaux. Et donc pour la question, parce que vous ne l'avez pas, c'est Flow95 qui a gagné les 2 exos pour aller voir Bâtiment 5 en salle. Félicitations. Donc n'oubliez pas de nous envoyer un message privé pour que je sache et que l'on puisse vous envoyer vos invitations pour ceux qui ont gagné sur Twitch. Et voilà, et c'est déjà la fin de notre émission. Et ce fut très riche, faut le dire. On espère. Vous êtes content? Très content. Et toi, très content. T'es fatigué? Ouais, là, je suis fatiguée. Tu t'es donné, là, quand même. Je me suis donné, j'avoue, je me suis donné. Maintenant, il y a tout là, il faut tout défaire et tout. Et donc, je rappelle à nos chères personnes en salle que vous avez un apéro avant la projection de Bâtiment 5 qui suit. Voilà, donc... Exactement. Et la prochaine émission en salle sera le 13 janvier au Club de l'Étoile à Paris. Et on ne sait pas encore, ou on ne veut pas vous révéler, ce qu'il y aura le 13 janvier. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Insta, Twitter, etc., pour pas rater les giveaways de Nike, tout ça. Comme là, on vient de faire, vous avez vu. Tous ceux qui étaient sur Twitter, ils le savaient. Hein. Je tiens à vous le dire. Voilà, ils ont pu gagner peut-être plus parce qu'ils étaient au courant. Par exemple, Julien n'était pas au courant. En tout cas. Voilà. Et on a un super générique de fin quand même. Et oui, c'est celui avec les dinosaures? Non, c'est pas celui avec les dinosaures. Désolé. Allez. C'est lequel celui-là déjà? C'est celui-ci. C'est avec celui-là, il faut que vous fassiez des bêtises avec ces petits juniors.